Comment on sait que le temps en plus dilate ou s'endurcit en fonction du rapport à l'énergie? C'est ça, ou des centres l'intérêt qu'on peut porter à l'activité, la Exactement, concentration. exactement. Alors attends, on va prendre quelques minutes avant de commencer parce que là je suis un peu en nage. No problème. Genre 2 3 minutes et après je vais lancer. Ouais, pas de problème. Ouais, tu es de quelle commune? La matin, Tu es sorti de la matin là? ouais, gros. Mais en fait, avec le temps, je t'avoue, Mhm. moi j'habite à Menton, je suis né, en vrai. Mais avec le temps, et je suis parti vivre en France à 25 ans. Donc, Ne débunk pas tout. hein, je vais te dire le bail, mais en vrai, Ouais. j'ai su que très tôt, ça va être la base, le QG, mais que fallait s'épandre. Et donc les distances, en vrai, pas. Mais t'as vécu combien de temps en métropole? En hexagone. Euh, oui, Alors ça c'est un débat que tu vas je obtenir. vais le clarifier. Ok. Je vais le clarifier, ce débat. Mais en tout cas, j'ai vécu 6 ans là-bas, des hauts, des bas, mais rédemption d'avoir vécu là-bas pour plein de choses, notamment parce que ça m'a permis de revenir, tu vois. Et voilà, hein, là, le parcours depuis que je suis ici, c'est un peu ce dont on va parler. Parce que littéralement, militant de la Guadeloupe pour la Guadeloupe. Mais c'est un peu de plein de choses avec des dates importantes, notamment, je me rappelle l'été où je reviens, parce que je reviens en avril 2022. J'entends dans une conférence, une grosse conférence organisée par l'association de l'avocat Raphaël. Mhm. Je vois de qui tu parles, j'ai oublié son nom. Exactement. Il est président du conseil d'administration du Memorial Act. Raphaël Lapin. Voilà. Donc, Raphaël Lapin. il a une association, je crois, qui s'appelle GOM. Et il avait un débat sur qu'est-ce que être un Guadeloupéen. J'avais entendu parler, on m'avait envoyé un lien. Comme par hasard, le truc arrive. Enfin, quand je reviens, un mois après, un mois ou deux après, quand je reviens, et boum, je crois que j'avais entendu parler, après une conversation avec des gars que j'avais rencontrés là, d'un livre qui s'appelle Comment faire peuple. Ou le jour où les Antillais feront peuple. Exactement. C'est de Mathieu Gama, le livre. Et il se trouve que un mois après, je vais dans une session de lecture de Mathieu Gama sur le livre. C'est un Guadeloupéen du moins. C'est un Guadeloupéen qui vit en Martinique. Ok. Mais il fait l'aller-retour, etc. Son livre, c'est un best-seller ici, hein, en Guadeloupe et aux Antilles, tout Mhm. simplement. Et quand je lis ça, tu sais, ça fait écho à plein de trucs, parce que ça arrive à plein de gens, peut-être pas pour ça, mais tu sais, il y a des choses que tu te dis, ça passe un peu dans ton cerveau, mais à un moment tu lis ou tu vois ça dans une vidéo, etc. Et ça te fait, mais putain, mais ça parle de moi en fait. Mais en fait, j'ai- Qu'est-ce que tu crois à la convergence des idées? La loi de l'attraction? je suis persuadé que tout est énergie. Toi, moi, ici, le temps, tout est énergie. Que l'énergie, par contre, a des sens, a des tensions, a des intensités, donc il y a de la vibration. Et donc, quand quelque chose converge, c'est qu'il y a une forme d'attraction, attractivité. La loi de l'attractivité ou de l'attraction en elle-même, on pourrait en parler, mais en tout cas, moi, je suis persuadé que l'attraction existe. L'attractivité existe et même, du coup, la divergence existe. Ou simplement l'énergie même d'un point en déplacement, etc. Toi, moi, je sais pas, on s'est rencontrés euh, La dans un conférence? débat, Ouais. c'était même pas prévu. Enfin, ouais, Ouais, c'était pour le coup, c'était vraiment pas prévu parce que c'était c'était littéralement l'after. pas prévu. Exactement. Ça, normalement, on aurait Exactement. dû rentrer chez nous. Exactement. Ouais. Donc, tu vois, et d'ailleurs, c'est ce que je trouve extraordinaire avec l'existence, c'est que il y a des choses que on fait en sorte de produire des choses, d'aller dans une direction, de l'impacter pour devenir plus grand, plus gros, plus je sais pas quoi, ça dépend, plus stable, plus serein, ça dépend des gens. Mais tu impactes la chose que tu veux mettre en place. Par contre, ce qui est, je trouve, extraordinaire avec l'existence, c'est le fait que ce ne soit pas figé, qu'il y a des trucs qui sont amenés à te surprendre. Et c'est comment tu vas l'interpréter, ces différentes étapes-là qui vont faire que, ben, Inch'Allah, ça se passe. Alors, on va commencer. Mais rappelle-moi, parce que ton nom d'artiste, enfin ton nom de. Mon prénom, Ton prénom, c'est ton prénom?
En fait, là, je suis en train de composer un dossier Uh-huh. qui va passer, en tout cas, devant l'administration, voire le juge judiciaire, pour que J'en ai ton prénom. il devienne mon prénom. Exactement. Tu peux me le dire que je le prononce bien? Mon prénom, c'est Ioua. Ok. I-O-U-A. Ça ressemble à celui de X5 Center. Tu connais le manga? Oui, bien sûr. Il s'appelle. Non, c'est Kiwa. Non, il y a Kiwa. Je t'avoue, je n'ai jamais regardé Ah, exactement. hérésie, Ben comment oui, ça non mais on m'a demandé, mes Ouais. frangins, mes franginos m'ont dit, mais pour l'instant, j'avoue, je l'ai pas. Je suis bloqué sur One Piece Mhm. et passion. Moi j'ai arrêté, j'aimais bien, mais le truc c'est que c'est interminable. Et les pièces, je vais attendre tous les jeudis la sortie. Je me suis dit, ben, laisse passer un an et Oui, reprends après. je Sauf comprends. qu'au final, j'ai jamais repris. Je comprends. T'as déjà testé ça? De faire des pauses? Jamais. En fait, pour moi, c'est l'œuvre la plus extraordinaire de tous les temps, tout contenu confondu. Livres, vidéos, films, c'est l'œuvre la plus extraordinaire de tous les temps. Mais je peux pas. D'ailleurs, quand le chapitre il sort le jeudi, vendredi, moi le lundi j'ai déjà le contenu. Tu le regardes en français ou tu le regardes en japonais du coup? Mec, même j'ai déjà consulté en indien. Ah. Parce que justement, ça, le truc entre le jeudi, le mercredi et le vendredi, c'est le temps qu'il translate. Oui, exactement. Ouais. Bon, en soi, ça va, ça tombe pas sur nous, ça tombe sur la table. Mais ça KI. C'est-à-dire que par contre, je vais Ah. quand même mettre mon téléphone. Ok, à vas-y, la tu main. peux y aller. Parce que je viens de l'acheter et c'est exactement pour cette raison-là que l'ancien est mort. Ok, ben mets-le dans le sac, il est waterproof. No problem. Ah. Mais tu sais, j'aimerais avoir une conversation avec toi sur le mindset. Pas ni problème. Ah. En vrai, c'est. Je t'ai dit, moi, impressionné quand j'ai vu le cadre. Je sais même pas comment tu as eu l'idée, mais franchement. Hop. Bon, du coup. Podcast avec Iowa, prise 1. Je vais bien au fond. Comment? Je vais bien m'installer. Bon, merci d'être venu du Lamentin. Plaisir. La commune qui n'a plus du coup il n'y a plus de Lamentin là-bas. A priori, non. Mais j'ai entendu récemment qu'effectivement, il y en a qui étaient venus assez proches. Alors, je ne sais pas si c'est de la Montagne, en tout cas de la Guadeloupe. Par contre, ils avaient dit de faire attention, de ne pas s'en approcher, puisque espèce protégée, tu connais. Oui. Mais en tout cas, ça faisait des années qu'on n'en avait pas vu. Et récemment, là, je ne sais même pas, un mois et demi, 2 mois. Donc oui, et le Lamentin, ça vient de Lamentin. Est-ce que c'est pas la ville la plus résistante? À chaque fois on entend des barrages, des blocages. Eux ils s'introsent tout le temps. Les derniers résistants. Comment ils sont encore? L'Empire? Comment ils appellent ça encore? Il y a un terme. La Russie, ils disent que c'est. Ah oui, c'est là. Ouais. Oui, parce que du coup, ils se mettent dans l'envergure de la Russie, que si vous venez vers moi, ouais. Mais c'est en plus, je trouve excellent concept. Parce que tu vois ça, pareil, mindset. Je suis pas persuadé que s'ils ne se mettaient pas dans cette envergure-là, ils n'auraient pas fait tout ça. Commencer par Kérosène, commencer par Naïsi. Pour se permettre de faire tout ça, de se sentir autant légitime à Mhm. sortir des sons, des projets, de se sentir le meilleur, etc. Je pense que si tu te mets pas dans une matière que tu es au moins ça, tu le fais pas. Ben, un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la construction mentale des Antillais. Oh. Par rapport à l'éducation, les systèmes scolaires qui ne permet pas aux jeunes d'avoir des piliers auxquels s'identifier. Parce qu'on étudie l'histoire de Gaulle, De ouf, des héros métropolitains hexagonaux. de ouf. Mais en fait, dans le manuel scolaire entier, il n'y a pas de. Ben, on n'étudie pas l'histoire des gens qui nous ont permis de nous affranchir, Exactement. qui ont construit même l'histoire contemporaine. Il y a un livre d'histoire. Donc, pourquoi nous, on devrait apprendre l'histoire de l'Hexagone et l'Hexagone, dans leur manuel scolaire, il n'y a pas de registre sur l'histoire des Antilles. Alors qu'on dit que c'est 2 poids 2 mesures, les Antilles, c'est la France. Et du coup, l'histoire des Antilles fait partie de l'histoire de la France et l'inversement. Exactement. Alors qu'en représentativité, dans les manuels, ce n'est pas le cas. Alors ça commence tambour battant, j'aime beaucoup.
En fait, la réponse, elle est plus ou moins simple, en tout cas dans le cadre. Le cadre, c'est l'assimilation. Voilà. On a été. La date de la départementalisation, c'est-à-dire que la Guadeloupe devient un département, avant c'était une colonie, jusqu'à 1946. Voilà. Dans le contrat donc, qui fait qu'on va vers la départementalisation, soutenu par Aimé Césaire, il y a le fait que pour que la France accepte que la Guadeloupe s'imbrique, s'installe dans la France et son empire, n'est-ce pas? Il faut une condition, c'est l'assimilation. Il faut que tu ressembles à un Français. Il faut que tu parles français. Il faut que tu ressembles à un Français. Il faut que tu aies l'histoire de France. Il faut même du coup aller plus loin que les 3 premières choses que je t'ai dit. Il faut que dans ton identité, tu sois français. Donc c'est une condition centrale. Donc ça c'est le cadre. Je te dis. Après on peut en parler. Oui. Donc ça veut dire que les éléments, c'est que dès que tu vas à l'école, tu dois aller à l'école de la République française. Et il faut mettre ça en perspective parce que par exemple, tous les anciens colons, parce qu'on a parlé de colonies, donc les personnes qui étaient en décision sur nos territoires, n'ont pas forcément choisi, de la même manière que la France, d'avoir des territoires soit alliés, soit maintenant départements, etc. Par exemple, la Barbade indépendante, jusqu'à preuve du contraire. Hein. La Sainte-Lucie indépendante. Donc il y a eu des vagues d'indépendance dans les années après Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire après 1945, il y a eu des vagues d'indépendance. Mais du coup, par exemple, l'Angleterre a choisi, d'une certaine manière, d'avoir des personnes, certes, qui parlent anglais, le plus souvent. Ceci dit, il y a beaucoup du créole, enfin la langue du créole dans ces territoires, mais ils sont indépendants, ils ont leur propre gouvernement, ils décident globalement de leur destin. À noter quand même qu'ils sont en général membres du Commonwealth. Commonwealth, comme on sait, qui se réunit en général chaque année, et d'où le roi ou la reine préside, ou en tout cas est à la tête de cet empire. Parce que en fait, ce sujet-là, je voulais l'aborder avec toi, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai oublié comment il s'appelle l'autre jeune homme qui était avec nous. J'avoue, je ne me rappelle plus. J'ai son Instagram, mais je ne me rappelle plus de son prénom. Il nous avait parlé de le fait qu'il y ait une pression idéologique indirecte, enfin invisible sur les jeunes Antillais par une acculturation en fait. Voilà, pour dire le terme. Il disait qu'il y avait une acculturation par rapport à l'éducation, par rapport aux us et coutumes dans la vie courante, et que les jeunes Antillais n'avaient pas les moyens psychologiques de s'épanouir correctement ici. Alors, moi, je mettrais ça quand même assez en perspective, mais la première chose par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans la condition de la départementalisation, en tout cas de ce processus-là, il y a l'assimilation. Donc en fait, tu deviens identitairement, donc en fait, comme on dit ici, dans ton non, tu deviens français. Par la langue, par les habitudes, par la culture, par plein de choses. Mais la question, c'est du coup, c'est quoi? Si tu es français, donc c'est quoi être guadeloupéen? Je sais pas. Tu Tu vois? peux répondre à ta question. Oui, C'est quoi le Guadeloupéen? bien sûr, en fait, c'est ça. Ce que je veux dire, ça veut dire, est-ce que on assimile directement les deux et on peut être les deux? Ou est-ce qu'il y a des degrés? Ou est-ce qu'il faut carrément être guadeloupéen à fond, etc. Bon, je ne sais pas si j'ai exactement une réponse dessus, mais par contre, ce qu'on peut se dire, c'est quels ingrédients. On est français. Moi, on est français. Mais c'est quels ingrédients font qu'on est guadeloupéen? On n'est pas sénégalais, qu'on n'est pas uruguayen, qu'on est guadeloupéen. À part le fait d'habiter ici. Hein. Parce que, bon, quand tu as une maison ici, bon, tu vis depuis un certain temps, tu as pris un certain nombre d'habitudes culturelles, etc. Mais qu'est-ce qui fait que tu es guadeloupéen? Moi, je pense que l'une des premières des choses, ça passe aussi par la langue, l'un des éléments. Parce que je vois mal quelqu'un habiter depuis qu'il est né, etc. Et qu'il n'a. Je te dis pas qu'il faut parler le créole comme des gens qui ont des années 1900, etc. Mais même, je sais pas, un petit mot, tu vois. Par exemple, je te dis non, on se comprend tous les deux. Oui. Tu vois, l'Uruguayen qui arrive, il va pas comprendre. Bon. Donc déjà, avoir cette sensibilité-là. Après, il y a les us et coutumes. Je veux dire, tu connais le grouka. Oui. Bon, je sais pas, on a nos plats. Je veux dire, on a.
même là où on est, je veux dire, on sait que c'est notre richesse. La Guadeloupe s'appelle, c'était Caruquera, l'île aux belles eaux. La Martinique, c'est l'île aux belles fleurs. Mhm. J'imagine que tu peux, enfin, j'ai quand même un peu voyagé, c'est pas extraordinaire, mais j'ai quand même allé dans certains pays. Euh, Peut-être pas forcément les plus, ce qu'on appelle tropicales, je déteste ce terme, mais on pourrait discuter de ça après. Mais on a une chance de ouf d'être ici, en fait. T'en as toujours eu conscience ou c'est justement le fait de partir 6 ans en métropole Alors, on va commencer par Oui, clarifier oui, ce oui, point-là. oui, oui. Hexagone ou métropole? Et est-ce un vrai débat ou pure rhétorique? C'est un vrai débat. C'est un vrai débat, mais par contre, il faut, entre guillemets, savoir les tenants et les aboutissants pour les deux. Et surtout, d'assumer ensuite. Pourquoi je te dis ça? Parce que ça commence par savoir. Il y a plein de choses, en fait, on les utilise, on fait quelque chose, mais on ne sait même pas d'où ça vient. Comme je te disais tout à l'heure en introduction, tout est énergie. C'est-à-dire que même quand tu parles, tu envoies de l'énergie. La preuve, c'est que l'autre, il capte de l'énergie. Ça se met en mots. Par exemple, je sais pas, quand tu danses, je capte de l'énergie. Donc quand tu incantes quelque chose, quand tu dis un mot, mais c'est de l'énergie. Donc ça veut dire que l'énergie aussi a des formes, ça a de la couleur, ça a... Bref, métropole, ça a une forme d'énergie et hexagone aussi. Sans compter le fait que ça décrive quelque chose, etc. L'hexagone, pourquoi hexagone? C'est que c'est une forme. Voilà, Mhm. c'est la forme de la France. On la reconnaît parce que ça ressemble à un hexagone. La métropole, pourquoi métropole? Ben, c'est parce que s'il y a une métropole, c'est qu'il y a une colonie, quel que soit l'endroit. Donc si tu utilises le mot métropole, je n'ai pas de problème à ce que les gens utilisent grosso modo métropole, parce que on a toujours été habitué à dire ça. Quand les gens revenaient où ils parlent de la France, on parle de la métropole, sans même savoir peut-être l'origine du mot. Mais s'il y a une métropole, c'est qu'il y a une colonie. Et s'il y a une colonie, c'est qu'il y a une métropole. Moi, j'ai une hygiène mentale de dire hexagone. C'est mon choix parce que j'essaye de comprendre ce qui est en dessous, tu vois. Mais quand quelqu'un dit ça et qu'il n'a pas forcément l'information et qu'en plus pour lui, maintenant, c'est pas quelque chose de si important, je ne vais pas venir à 4 h du matin lui dire pourquoi tu as dit métropole. Il y en a dans les commentaires qui pensent ça, je te jure. Non, si les gens font ce qu'ils veulent. En plus, sur ça, il y a une loi qui est passée dessus, qui a été soutenue par Olivier Servat, qui, en fait, qui dit que au niveau du système légal français, on n'a pas le droit de dire métropole aujourd'hui. Ok. Voilà. Alors, autre vrai ou faux débat, j'ai vu ça sur les sociaux, c'était l'appellation noir. Parce que techniquement, on n'est pas noir, couleur noire, on est marron. Mhm. Et comme les mots ont un sens et les mots ont une énergie, comme tu l'as dit si bien, Exactement. vrai débat ou faux débat, et du coup, si oui, est-ce qu'on devrait se faire appeler marron ou noir? Ouais, vrai débat, mais je sais pas, quand je parle de débat, je pense qu'il y a quelque chose de constructif, tu vois, dans le Mhm. sens où je pense que, et ça va beaucoup être le fil rouge de notre conversation, moi je pense que l'une des premières des choses avant de commencer à s'abattre sur une réalité qu'on estime être présente, c'est de comprendre d'où ça vient. Parce que ça a du sens en fait. La vérité, c'est que par exemple, tu vois 5 personnes on va dire, de tons, euh, Mhm. de pigments différents. Bon, tu auras bien constaté, même un enfant, tu lui demandes quelle couleur c'est, il ne te dira pas que c'est noir, que les personnes sont noires. Ils vont te dire marron clair ou quoi que ce soit. Me concernant, je constate que c'est une construction sociale. C'est une construction sociale parce qu'il y a un certain nombre d'éléments. Tu sais, quand tu lis par exemple Aimé Césaire dans Cahiers de retour au pays natal, il y a un moment où. Alors c'est très compliqué de lire Cahiers de retour au pays natal, même je pense que j'ai lu un livre d'explication du livre, je ne sais même pas si je l'ai compris vraiment. Tu vois. Bon, bref, en tout cas, il y a un passage sur ça. Et en gros, il dit que on a quand même assimilé depuis, j'allais dire à une des temps, mais c'est pas vrai, mais en tout cas depuis l'Occident et peut-être un peu avant, il faudrait dater ça, mais que la lumière c'est clair, que tout ce qui est clarté, immaculé, voilà, c'est blanc, en tout cas c'est plus clair, et que tout ce qui est sombre, mauvais, euh, comment dire, insidieux, dangereux, c'est noir. Voilà. Là, on arrive à un débat sous-jacent
qui est dans le champ lexical français, tout ce qui est négatif est rassocié à noir. Alors bon, là de tête j'ai liste noire, la blacklist. Oui. Enfin non, là c'est en anglais, mais t'as compris la liste Ah, yeah, noire. mais c'est une translation. Tu as la boîte noire, tu as... Oui, la boîte noire. Qu'est-ce qu'il y a de noir? J'ai oublié même. Oh, Euh, comme par hasard, ça m'échappe. Mais tout ce qui est négatif, c'est toujours foncé. Mais tu sais, je veux dire, on a des héritages de l'histoire, et je parle même pas que d'histoire coloniale, hein, même la France n'a pas ad vitam aeternam été une puissance coloniale. Il y a eu d'autres territoires que, je veux dire, même il y a eu des royaumes, des empires de personnes qui ont été propriétaires de personnes plus sombres, on va dire au niveau de la couleur de peau, et des personnes plus claires. Donc en fait, la soumission et la domination, ça, c'est pas de maintenant que ça existe. Par contre, c'est vrai que on a quand même une histoire avec la France depuis non, et c'est pas que nous, Antillais ou Guadeloupéens, l'Afrique, la Chine par exemple avec les Britanniques. Enfin bref, il y a en tout cas une histoire de rapport à l'un et à l'autre par rapport à ce que moi j'appelle et que je constate de tous les jours, que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau c'est-à-dire du rapport de force. Eh bien, ça, c'est un des éléments. La question, c'est de se dire, comme je te disais un peu tout à l'heure, c'est finalement, qui tu penses que tu es. Pas qui tu penses que l'autre est, enfin te voit d'ailleurs, ou pense que tu es, mais qui tu penses que tu es. Et comment mentalement et matériellement tu fais en sorte dans ta vie à toi de t'incarner, de te construire et d'apporter. Et si chacun faisait en sorte de faire ça pour des personnes dites noires, ben le game est différent. Parce que en fait, chacun se sent être puissant lui-même, il avance, en fait, il ne craint pas le... Parce que je pense que c'est moins les offensives inconscientes de chacun ou de ce qu'on pourrait qualifier de système, si j'aime pas le terme, que finalement, comment nous, on se plie à ce qu'on pense être. Parce que tu te penses inférieur, parce que tu ne te penses pas assez par rapport à ça, parce que tu penses qu'il y a des barrières, etc. Mais en fait, si tu es convaincu et que finalement, concrètement dans tes actions, tu mets ça en place dans ton quotidien et que tu es littéralement conscient que moi, il y a pas, c'est pas ça qui va m'arrêter. Hein. Moi, boîte noire, truc noir, je m'en bats les couilles. Hein. Okay. Moi, je suis ça. Ça fait partie de mon identité. Et en fait, c'est ma richesse, en fait. Si je regarde mon histoire, on a été Je dirais que conquérants. du coup, au final, 99, même si là, c'est des chiffres sortis de nulle part, mais 99% des problèmes viennent principalement de nous-mêmes plutôt que de l'autre. Parce que tu dis que tout doit partir de soi-même et de son positionnement, même énergétique, même au niveau des branches, pour éviter des problématiques. Si on est en raccord si on est OK avec l'univers, maman, tout est OK. En fait, évidemment, la nature est complexe, l'univers est complexe. Donc, je ne vais pas venir te parler de quelque chose de binaire qui est soit blanc, soit noir. Bref. Mais par contre, je ne vais pas commencer à faire un cours sur le stoïcisme. Mais par exemple, l'une des modalités principales du stoïcisme, c'est de rester concentré sur ce qui t'appartient, ce sur quoi tu peux influer, ce qui est de l'ordre de ton action à toi. On est dans un univers, nous sommes en 2025. Par exemple, en moyenne, j'ai vu quelque chose comme ça, un Français il reste en 3 heures sur son téléphone. Bon, c'est des stimuli extérieurs qui littéralement font que tu sors de ton énergie personnelle centrée pour regarder quelque chose qui est extérieur, par définition. Et en plus, on fait ça dès le matin. Voilà. Dès le réveil. Donc, et en plus, souvent, j'imagine pour beaucoup de personnes, c'est la dernière chose qu'on fait le soir. Et j'ai dit 3 heures en moyenne, mais bon, il y a des gens, j'imagine, ça peut monter à 8 heures, bon, ouais, tu connais. C'est vrai qu'il fut un temps où les gens, la première chose qu'ils faisaient le matin, la première chose qu'ils faisaient le soir, c'est prier. Aujourd'hui, la première chose que les jeunes font, parfois, c'est de prendre le téléphone, voilà le notif, et le soir, téléphone après. Est-ce que c'est pas une prière? Est-ce que le téléphone... C'est pas la nouvelle prière. Il y a une série sur Amazon, le truc de God, American God. Par contre, je t'avoue, je suis pas du tout série. En gros, c'est les nouvelles pratiques humaines Ok. génèrent des nouveaux dieux. Oui. Parce qu'en fait, à l'époque, quand il y avait la pluie, les gens vénéraient la pluie, vénéraient le soleil.
Et du coup, ça devient une divinité. Exactement. Et ben du coup, au final, en 2100, genre les gens sont tellement accro à leur téléphone qu'il y a un dieu téléphone, il y a un dieu Wi-Fi, Mais il pourquoi y a pas? des dieux tu vois, de toutes les nouvelles Pourquoi technologies. pas? On s'adapte à notre temps. Et en fait, à partir du moment où tu estimes que la chose est supérieure à toi et qu'elle est partout ou qu'elle est le tout, si ça c'est partout, ce sera le nouveau Dieu, hein. Par contre, il faut avoir les critères. Le téléphone commence à cocher des cases. Après, mais pour répondre à la question, comment dire? Enfin, je ne sais pas si j'ai perdu le fil. Tu me disais? Je disais que potentiellement, la première chose qu'on prend, Oui. c'est le téléphone. La dernière chose qu'on prend dans la journée, c'est le téléphone. Et ça a remplacé un peu la prière. Ben, en fait, moi, la question, c'est Pas pour tous, hein, mais pour certains. Oui, en tout cas, ça devient quelque chose, surtout pour nos générations. Mhm. Et fortiori, les générations qui arrivent, par exemple les 2000 qui ont aujourd'hui 25 ans, si je ne me trompe pas, Mhm. et a fortiori, c'est devenu une seconde peau. Donc c'est devenu même c'est un prolongement, ou même pas un prolongement, c'est devenu soi-même le téléphone. Ben, du coup, si on parlait de la sociologie aux Antilles, selon toi, qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui évolue en Guadeloupe? Comment tu vois l'évolution de la Guadeloupe? Alors, bonne question. Euh, c'est vrai que moi j'ai tendance à séparer un peu euh, les compréhensions de mon environnement de manière microscopique ou micro-sociétale, c'est-à-dire ma gueule en fait, Mhm. et ceux de mon environnement, et macroscopique, macro-sociétale au niveau des populations, au niveau etc. J'aime beaucoup la compréhension macro parce que ça veut vraiment dire quelle est la dynamique d'un peuple ou d'un groupe, ou voilà, quelle que soit Mhm. la taille critique, en tout cas la taille de la population. Bon, moi j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, et pour le coup ce n'est littéralement que mon avis, j'essaie de me baser sur un certain nombre d'éléments, mais que en fait c'est complexe parce que c'est ambivalent. Pourquoi? Parce que on va pas se mentir, j'étais en train de regarder pour préparer ici l'interview. Est-ce que tu sais c'est quoi l'indice de développement humain tout bêtement? Oui, Ok, oui, oui. Ça prend en considération le revenu, le niveau d'éducation, le niveau de diplôme. euh, exactement. Au niveau d'infrastructure sur le territoire. mhm. Enfin en gros, littéralement la richesse humaine avec les critères qu'on connaît aujourd'hui. Comme tu as dit, revenus, infrastructures, etc. Est-ce qu'on a des grands stades? Est-ce qu'on a des hôpitaux? Est-ce qu'on a... Voilà, bref, je ne vais pas épiloguer. Ben, l'indice de développement humain de la Guadeloupe est très haut. Il est très haut? Il est super haut. Ah bon? L'indice de développement... Je m'attendais pas à cette réponse, Ben, je hein. te le dis. Ah ouais? Et en fait, on est littéralement top 3 des Antilles. Et de la Caraïbe, on doit être... Ouais, ouais, il fait ses chiffres. mais Ouais. t'inquiète pas, j'ai regardé, tu peux aller regarder, j'ai regardé hier soir. Mais Ça vient d'où là? Parce que j'ai bien l'impression que les Guadeloupéens sont si heureux que ça, soit si. Je sais pas. Ah, alors, est-ce que c'est pas biaisé avec le fait qu'il y ait des personnes, y a des millionnaires, des milliardaires, même qui ont des maisons ici, qui sont peut-être domiciliés ici, mais qui ne résident pas là? Donc, est-ce que ça n'impacte pas la comptabilisation? Est-ce qu'il n'y a pas des gens? Alors, oui et Ouais. non, parce que c'est quand même à l'échelle. Comme tu as dit, si on parle par exemple du PIB ou des revenus, oui, parce que tu vois qu'il y a des différences, etc. Quand on parle d'IDH, c'est quand même une vue d'ensemble sur le territoire. Donc, par exemple, le fait que euh, les revenus par habitant, donc en gros en moyenne, ce que ça donne, ce à quoi les infrastructures auxquelles les gens ont accès. Donc, par exemple, il y a un port ici, il n'y a pas un port partout, tu vois, même pour Ok, des ok. éléments. C'est vrai qu'on a un beau port, qui en plus, je crois qu'il est connu internationalement, le port de Guadeloupe. Il transite partout, il y a Ouais. des croisières qui viennent, on a Surtout des le dispositifs. port industriel dont je parlais, qui est connu de Oui, manière oui, non, mais internationale. alors je t'avoue, je n'ai pas forcément d'informations, mais en tant que citoyen, tout bêtement, on a des niveaux importants technologiques de, comment dire, c'est CMA CGM, une entreprise internationale qui est un monopole, en tout cas qui a une grande présence au niveau du commerce, du transport ici. Il y a une sorte une technologie assez avancée de matériaux qui permettent justement l'export et l'import de nos produits. Enfin, oui, il y a des étrangers qui viennent. Donc tu dirais, parce que j'aime tes réponses, hein, mais il faudrait essayer d'être plus à la réponse. Que tu noies le poisson, au final, on n'a jamais vraiment la réponse. Ah, Genre, elle est tellement nuancée que c'est pas une réponse. Mais je suis d'accord avec toi, mais comment dire, pour moi, c'est un peu ambivalent. Je te le donne clairement. Parce Mhm. que l'IDH
permet de dire qu'on est à un haut niveau. Je parlais en général, je parlais pas forcément de ce sujet-là. Hein. Oui, non, mais, oui, je suis d'accord avec toi, mais là, tu vois, je peux te dire vraiment, par rapport à la question que tu m'as posée, Mhm. l'IDH permet de dire qu'on a un haut niveau de développement. Tu m'as parlé, quand on a parlé d'IDH, tout de suite, tu m'as dit oui, mais les Guadeloupéens ne se sentent pas forcément heureux. Mais Entre le ressenti et la réalité, il y a de la marge. j'ai l'impression quand même que même pas que ici, est-ce qu'on arrive vraiment à faire, comment dire, le lien entre la richesse et le bonheur? Tu vois, ça encore, c'est un autre débat. Mhm. Parce que objectivement, je suis d'accord, il n'y a pas d'hôpital fonctionnel à ce point ici, mais on a un hôpital, voilà, on a des docteurs, on a un système de santé. En fait, je ne sais pas si. Je suis anti-optimiste. C'est ce que je vois là. Je vois que j'ai un grand optimiste devant moi. Oui, mais je Ok. pense qu'il faut être. C'est-à-dire que c'est même pas une question d'optimisme au sens farfelu ou qui n'a pas de preuve. Enfin, je veux dire, je- qu'un Guadeloupéen, tout bêtement, qu'il aille dans des pays où l'IDH est 0,5. Il va comprendre tout de suite. Et en plus, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Tu vas dans la Caraïbe, tu vas voir. Euh, Il y a des pays qui sont en phase de développement. Moi, je suis allé à Barbade, c'était en 2017. Je peux t'assurer que quand tu vas là-bas, en tout cas, moi, c'est mon ressenti, tu fais moins 15 ans, moins 20 ans. En tout cas, en termes de développement, ce que tu ressens par rapport à ici. Je parle globalement, hein, parce qu'il y a forcément quelques bidonvilles un peu partout en Guadeloupe, enfin à certains endroits, et tu as des endroits qui pourraient paraître luxueux, etc. Mais en termes de ressenti, moi, ça m'a frappé. Quand je suis arrivé, et le pire, c'est que je suis arrivé le soir, j'ai senti ça. Donc, comment tu arrives à te ressentir avec un confort matériel? Parce qu'aujourd'hui, on a un confort matériel extraordinaire. On parle de téléphone, je te dis, on a un système de santé. Euh, euh, Alors, tu vois, pour moi, je pense que c'est un piège. Dans le sens où on a pas mal d'objets, mais on est esclave d'eux. oui, La plupart des objets font qu'on devient dépendant, soit réellement dépendant des objets, tels que le téléphone, soit d'un crédit qui est rassocié à l'objet, qui t'oblige à travailler. Et ok, effectivement, il y a une évolution. Il ne faut pas se mentir. Hein. Même moi, je dois admettre à un moment. Quand on compare les clichés de Pointe-à-Pitre d'avant, de la Guadeloupe avant et de la Guadeloupe d'aujourd'hui, les maisons sont plus en tôle, les routes sont plus en tuff. Il y a une évolution, d'accord. Mais euh, plus de crédit, plus de division. À l'époque de la case en tôle, ben, peut-être qu'il y avait plus de solidarité. Donc oui, il y a une avancée. Mais à quel prix en vrai de vrai? je suis d'accord avec toi, mais c'est toujours. Moi, je ne pourrais pas te donner aujourd'hui comme demain. Tu as vu, moi, je suis président d'une association culturelle, je mets des projets en place. À titre personnel, pareil, je veux travailler voilà, au quotidien des gens sur nos territoires et de la diaspora, mais je ne vais pas venir te donner, te dire, c'est comme ça, je veux que ça soit uniquement comme ça, etc. Les choses sont complexes. Par contre, on peut dessiner un cadre. Le cadre en Guadeloupe, c'est que, comme je t'ai dit, on est un territoire riche. Alors, à quel prix, comme tu dis, mais la question c'est collectivement déjà, est-ce qu'on en est conscient? Et où on va aller? Et comment on le fait? Parce que, allez, petit cadre, accroche-toi. Non, non, je te pose la question à n'importe qui, je te dis, c'est quoi un pays riche? Il me dit, oui, c'est un pays qui a de l'argent. Ok, d'accord. Donc, l'un des éléments qui estime qu'on a de l'argent, c'est le PIB. Pouvoir d'achat, moi je dirais. Un pays Oui, riche, ouais. c'est un critère, mais globalement pour un pays, hein, je ne parle pas d'une institution ou un individu, hein, mais ou d'une entreprise d'ailleurs, mais je te parle pour un pays, c'est le PIB. Donc tu Mm. regardes le PIB des États-Unis qui est à plusieurs de dizaines de milliards de dollars. Tu regardes un PIB comme la Russie, tu regardes un PIB bref, de la France, on est à des milliards de milliards. Ok, mais donc on parle du principe que être riche, on dit que c'est ce critère-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais disons que globalement, pour un pays, on dit ça. Mais du coup, je t'ai dit que nous, on a un niveau de richesse qui est assez conséquent, mais la balance commerciale de la Guadeloupe. Donc la balance commerciale, c'est exportation moins importation. Ou vice-versa, mais grosso modo, tu comprends. Ça veut dire tout ce qui vient ici, qui vient de l'extérieur, moins ce que nous, on envoie à l'extérieur. On pourrait dire que c'est bon signe en général quand on a la capacité d'envoyer des choses à l'extérieur parce que ça veut dire que nos produits, ce qui vient de nous est estimé. Ça vaut quelque chose et que les gens en ont envie. Le contraire, ça veut dire qu'on est dépendant de quelque chose ou d'une entité extérieure pour pouvoir le faire. Mais tu vois, c'est simple. La balance commerciale de la Guadeloupe, en 10 ans, elle est passée de 2 milliards
donc la balance commerciale, donc on importe quelque chose en différence, 2 milliards Mhm. ici. Voilà. C'est passé en 10 ans de 2 milliards à 3 milliards. C'est dû à quoi? C'est dû ça. Euh, on a une dépendance particulièrement accrue aux produits qui viennent de la France. Pas que. Quand tu vas dans ton supermarché, pour ne pas nommer, oui, il y a des choses qui viennent de la Colombie ou ce genre de choses, je suis d'accord, mais principalement, on importe des éléments qui viennent de la France. Mais ça veut dire que nous, on ne construit pas forcément de richesse. Parce que quand tu parles de richesse, ça veut dire que tu es capable de construire de la valeur. Ça veut dire que tu vends quelque chose. Qu'est-ce qu'on vend? Et donc, qu'est-ce qu'on vend pour nous? Marché intérieur, tu me diras oui, 380 000 personnes, tu ne peux pas vendre tant de choses que ça. Moi, je ne sais pas. Parce qu'en plus, nous, on a l'avantage d'avoir une grosse diaspora. Pas forcément sur nos territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais une diaspora qui est partout dans le monde. En plus, maintenant, tu peux générer des revenus, pas forcément des revenus sur des choses physiques, mais tu peux générer des revenus Sur des services. services, télécommunications, intelligence artificielle, finance, etc. Donc on a des moyens. Il faut les reconnaître. Donc tu vois, il y a ce carcan-là. Donc ça fait 3 milliards de différence. Et ça veut dire qu'on est dépendant littéralement de l'extérieur. Moi, ma question, c'est de me dire, finalement, aujourd'hui, la situation qu'on a, c'est une situation de dépendance au moins économique, mais comment on se projette? C'est-à-dire que, parce que moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui se dit que ça lui va, qu'en fait, il veut que ça continue comme ça, parce que pour le coup, bah, il est propriétaire de chez lui. Ses enfants peuvent aller faire des études. Il- Ouais, ben ça aussi c'est un problème là. L'i- Le mythe de l'Antillais qui doit partir faire ses études en métropole. C'est comme une épopée. Moi j'en fais partie. Hein. Moi aussi. Depuis petit, on m'expliquait que vas-y, tu auras 18 ans, tu vas faire tes études. J'ai vu mes grandes cousines partir, moi c'était mon tour, et peut-être que mes cousins, la même chose. Est-ce qu'on pourrait casser cette espèce de. On peut partir, c'est pas interdit, mais il faut arrêter de systématiser que le jeune entier de 18 ans doit partir en métropole. Je suis littéralement d'accord avec ça. Libérer les jeunes Guadeloupéens. Dans la construction mentale, on se dit, t'as 6 ans, 18 ans, tu te disais, ah oui, moi quand je serai grand, je partirai. Mais tu sais, par exemple, aujourd'hui, il y avait un article du Fonsanti au début de cette année, je crois, qui disait que concernant les jeunes bacheliers de cette année, donc c'était des estimations qui n'étaient même pas faites sur l'année 2025, c'était des estimations qui étaient faites sur fin 2024. Ça fait des années, je ne sais même plus combien, hein, qu'il n'y avait pas un chiffre autant important des bacheliers qui déclaraient qu'ils allaient partir. Bon, je ne sais pas le mot. Je pensais qu'il y avait une amélioration. En tout cas, c'est Fonsanti dans un article qui a déclaré ça. Il faudrait que je retrouve ça, s'il le faut, balancer ça sur les réseaux. Mais en tout cas, tu vois, ça donne une indication. Moi, en fait, je suis assez d'accord et voire totalement aligné sur ce que tu viens de dire. Mais je suis persuadé, encore une fois, je te dis, ça va être un fil rouge de notre interaction, c'est qu'il faut revenir à qu'est-ce qui fait le truc. Je ne suis pas sûr que, comme tu disais, comme on n'est pas forcément dans une identité qu'on a définie qui nous appartient, ou qu'on sait qu'on est nous, ou en tout cas qu'on sait qu'on est guadeloupéen, tu n'es pas forcément ancré matériellement, parce que voilà, tu n'es pas forcément ancré matériellement, c'est-à-dire tu ne te sens pas forcément attaché à la terre, attaché à ta famille parfois. On n'est pas assez chauvin, on n'est pas assez chauvin Oui, du coup. moi je suis persuadé. Mais on n'est pas ancré, on n'est pas, par exemple, on n'est pas forcément, comme tu dis, il y a un phénomène, c'est que voilà, tu vis ici jusqu'à la fin de tes études, tu pars, et après tu te rends compte que ouais, la plage, que ouais, les gens, quand même en majorité, que les fêtes, que Le mode de vie. le mode de vie te plaît ou t'a plu, etc. Et non merci, non merci. Je prends de l'eau. Et, et du coup, c'est quand tu reviens que wow, finalement tu te dis mais les paysages étaient extraordinaires. Et ça, finalement, en fait, ça, moi, ça m'appartient. Ben, je pense pas qu'il faille attendre que tu sois parti pour revenir, parce qu'en plus, je dirais pas que c'est trop tard quand tu as ce schéma-là, mais ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour s'approprier individuellement et collectivement le territoire, la culture, le devenir. Parce que quand tu fais quelque chose, tu as de l'énergie, ou ce qu'on pourrait appeler de la motivation, qui te pousse à faire un truc qui va de A à B.
si tu n'es pas habité par exemple, on te dit qu'il faut développer le territoire. Mais si tu n'es pas habité par le fait que tu es le territoire, donc Guadeloupe, ou Martinique, ou Guyane, ou voilà, tu n'es pas habité par ça, qu'est-ce qui va te pousser, même dans les moments difficiles, même qu'on va te critiquer, qu'est-ce qui va te faire que tu vas faire fi de tout ça? En tout cas, tu vas te dire, bon, moment fois ça, un câble boumé pour ça. Qu'est-ce qui va, si tu n'as pas cette énergie-là, mais il y a des ingrédients pour avoir cette énergie-là, il y a des éléments pour avoir cette énergie-là. Donc par exemple, déjà, être imbibé de notre territoire, de notre culture. Par exemple, je te donne un exemple. Je discutais avec un ami récemment, il me parlait de son petit-neveu. Bon, bah déjà, il ne sait même pas que Vieux-Fort existait. Si on l'avait à quel âge? Je tairais cette information. S'il a 6 ans, oui, Bélec. Non. Je sais qu'il a dit que c'est pas que Vieux-Fort existe sur Terre, enfin c'est en Guadeloupe. Je tairais cette information. Ok. Je dirais qu'il est adolescent, mais je finis avec ça. Ah là là là. Mais il n'est pas isolé, le gars. Hein. Il y a d'autres personnes en Guadeloupe, j'ose imaginer même d'un certain âge, qui. J'imagine que ça devient de plus en plus fréquent sur les âges. Comment dire? Pour pas dire des 2000, mais voilà, des jeunes personnes guadeloupéennes. Mais c'est pas comment te dire, une information isolée, c'est pas quelqu'un qui. C'est pas simplement un problème venant de lui ou un sujet venant de lui, c'est que ça commence à. Mais parce que comme on parlait de téléphone, mais au-delà du téléphone, c'est le vecteur du fait que tu sortes de toi-même. Parce que par exemple, quand tu t'intéresses beaucoup. La nature a horreur du vide. Quand tu t'intéresses à quelque chose qui est à l'extérieur de toi, par définition, c'est que tu es moins en toi. Ouais, ça a du sens. Quelqu'un qui passe du temps à se savoir et à savoir qui il est, etc., bon, mécaniquement, il prend moins de temps à savoir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, et même du coup, et ça qui est peut-être un peu plus dangereux, se valoriser par rapport aux éléments d'extérieur et pas par rapport à ces éléments à soi. Bon. Je pense que un des ingrédients pour commencer à s'ancrer sur le territoire et du coup pouvoir participer à et du coup commencer à parler, je pense, du non de ce que je veux te dire, c'est en 2050 on fait quoi? On va où? C'est quoi le programme? Est-ce qu'on pourra accéder encore aux plages gratuitement? Est-ce qu'on veut être un territoire riche, par exemple? On met des critères convenants, hein, PIB, comme tu dis, revenu par habitant. Est-ce que, par exemple, on veut échanger avec d'autres pays, même des pays de la Caraïbe, par exemple? Moi, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais comme je t'ai dit, on discute, que ce soit diplomatiquement, commercialement, culturellement, à l'échelle de ce que ça devrait être, selon moi, avec les territoires extérieurs, même les plus proches. Il n'y a pas. Moi, par exemple, tu sais, quand je suis allé à la Barbade en 2017, j'ai dû prendre 2 avions. Il n'y a pas un avion droit. Même entre certains territoires, parfois, tu es obligé de sortir de ton territoire caribéen et antillais, aller aux États-Unis et revenir sur le territoire ici. Moi, pareil, j'étais allé au Canada, je ne sais même plus en quelle année, c'était en 2016, c'était à Montréal. Bon, écoute, c'était pour des petites péripéties, mais ce que j'ai dû faire, parce que ça existe un vol entre le Canada et la Guadeloupe, mais déjà, c'est pas tous les jours. Et je crois que c'est 2 fois par semaine, et parfois c'est une seule fois par semaine. Moi, je devais y aller assez rapidement. J'ai dû faire Guadeloupe, Paris, Montréal. J'ai une amie encore récemment qui devait aller à Toronto. Mais mécaniquement, elle a dû faire Paris, elle a dû faire Guadeloupe, Montréal, Toronto. Tu me diras, quasiment partout sur la planète, tu es obligé de. Non, je ne suis pas normal. Hein. Moi, je t'écoute là, mais je suis d'accord avec le fait que ce ne soit pas OK. Par exemple, pour aller à Paris, il faut. Allez, on dit 8 heures, tu sais, on nous a toujours dit ça. Mais grosso modo, c'est entre 6 heures, quand il y a des conditions et que l'avion va et 8 heures. Ça fait. Pareil, on a appris que c'est 8000 km, donc 7000 et quelques kilomètres. Mais que par exemple, si tu veux aller au Sénégal, c'est 4 heures. Si on allait straight, tu vois, droit, bon, il faut partir d'ici, aller à Paris et partir au Sénégal. Alors, j'avais encore une fois vu ça sur les médias 2.0, que c'était une volonté de ne pas raccorder les Antilles au territoire africain, au continent africain, parce que
on aurait plus d'éveil de conscience et que ça changerait aussi la dynamique commerciale parce qu'on pourrait peut-être faire des accords des commerciaux, diplomatiques, enfin, que ça nous ouvrirait des portes en fait. Moi, j'avoue, pour le coup là, j'ai pas forcément les informations. Moi, ce que je peux te dire, c'est un peu comme on parlait de stoïcisme, c'est qu'est-ce que nous on fait pour nous, tu vois. Qu'est-ce que, comment on peut influer sur, si on décide collectivement qu'on veut avoir plus de rapports avec l'extérieur, qu'on veut avoir des rapports stratégiques avec des éléments. Je donne quelque chose de tout bête. Euh, Par exemple, que ce soit au niveau de l'essence ou du pétrole, que ce soit au niveau, par exemple, de nos denrées alimentaires, que ce soit au niveau... Il y a des choses qu'on pourrait payer moins cher parfois avec de plus de qualité. Oh, c'est des débats, mais par exemple, on pourrait s'entendre, mais que ce soit pas Ça s'entend avec qui? en s'entendre avec, que ce soit avec la France, que ce soit avec des pays, je te dis, qui sont, j'allais dire limitrophes, pas limitrophes, mais qui sont proches. Je sais pas, si une voie... Je te donne un exemple. On importe beaucoup de marques européennes pour les voitures. Mais par exemple, je sais pas, moi je ne me suis pas posé la question directement, c'est pas forcément mon domaine, etc. Mais si on veut, on dit que la Barbade vient de développer une marque de voiture qui est assez viable. Qu'en plus, c'est moins cher à transporter, donc du coup la charge du prix est moins sur nous. Et que on veut faire bénéficier nos pays de cet avantage-là. J'ai dit Barbade, ça aurait pu être si ça peut être, etc. Mais disons que, et en plus l'avantage c'est que si on fait ça avec eux, ça veut dire qu'ils sont capables de s'intéresser à ce qu'on fait aussi, tu vois. Donc on peut leur vendre nous quelque chose qu'on aura produit, tu vois. Mais si on veut faire ça, donc ça veut dire que c'est nous qui décidons de pouvoir faire ça. Donc c'est une action qui vient. Et tu sais, je veux te dire un truc pour ponctuer un peu ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure. Moi je pense, et c'est même pas moi qui le dis, la politique, on le voit aujourd'hui comme ce qu'on appelle de la politique politicienne, c'est-à-dire des élections présidentielles, le plus connu, Sénatorial. etc. Exactement, Mhm. pour les communes, mairies, etc. La politique, par définition, tout est politique. On est d'accord. Ça veut dire que la question, c'est, et la politique, ça vient de, si je me rappelle bien, de politis, mais c'est simplement la gestion de la cité. Donc la question, c'est comment on veut orienter, du coup, la cité. Mais quand on dit on veut, ça veut dire qu'il y a des gens qui décident d'influer sur l'existant pour atteindre des résultats. Donc, si je décide que c'est politique, ben moi je décide de mon côté avec des gens, ben je décide que par exemple, je peux faire des actions qui sont politiques au sens de je souhaite par exemple, à titre privé ou à titre collectif, échanger avec des associations qui sont au Sénégal, par exemple. Donc, et de créer, par exemple, et c'est littéralement politique, je décide de faire des voyages, d'échanges. Donc, les Sénégalais viennent ici une année et vice-versa, je crée des liens. Ça commence comme ça, et après on peut dire qu'on part sur un point un peu plus grand, donc avoir des échanges. Et finalement, comme quelque chose qui est prévu, j'ai oublié récemment, mais je crois que c'est un territoire de la Caraïbe, si je ne me trompe pas, c'est la Barbade, qui a un vol prévu, mais ça fait des années qu'ils ont des relations entre l'Afrique et la Caraïbe. Alors j'ai deux questions. Tu en as pensé quoi? Durant les vacances, il y a pas mal de communautés africaines qui sont venues faire des jumelages avec la ville de Basse-Terre, avec la ville de... Hmm. Pas mal de villes. Toi, t'en as pensé quoi? Parce que j'ai vu que ça a fait parler. Pointe-Noire. Il y en a qui étaient contre, il y en a qui étaient pour, il y en a qui disent on a deux priorités. T'en penses quoi? Et la seconde question, euh, de manière pragmatique, qu'est-ce que tu ferais pour améliorer la Guadeloupe? Alors moi, j'en pense que, pour ta Mhm. première question, Mhm. que c'est vertueux. Mais tu sais, je veux te dire, là tu vas me demander mon avis, pardon, tu vas me demander un avis. Moi, je pense plein de choses, et même il y a des choses sur lesquelles je n'ai même pas envie de me positionner ou de réfléchir. Mais moi, je pense que le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on pense collectivement sur le territoire. Il y a 380 400 personnes, en tout cas c'est les chiffres de 2024, sur Mhm. sur le territoire. En plus, on a comment te dire, des origines ou même des positions sociales assez différentes, que ce soit économiques, que ce soit en termes d'origine, que ce soit sociétale, bah, bref, par exemple par rapport à nos emplois. C'est comment toutes ces différences-là, mais qui forment une forme de bloc aussi, s'entendent pour aller dans une direction. Donc moi je pense que on devrait avoir un peu plus de liens à l'extérieur, mais des liens pragmatiques. C'est-à-dire que
j'ai pas envie d'échanger avec des gens, j'ai pas envie que la Guadeloupe échange avec des gens qui veulent comment dire, corrompre nos intérêts. Nos intérêts, c'est d'être plus vertueux, plus riches, de créer plus de richesses, que les personnes sur le territoire soient plus confort, plus riches et on puisse développer peut-être, avoir plus d'intellectuels ou plus de personnes qui ont de l'influence dans le monde. J'imagine, que ce soit par la musique, que ce soit par le sport, que ce soit par... etc. J'imagine que tu poses la question aux Guadeloupéens, ils voudraient ce que je viens de te dire, tu vois. Mais la question c'est comment et comment on s'entend pour faire ça. Est-ce que la Guadeloupe aujourd'hui veut avoir des échanges avec des territoires extérieurs à part la France? Moi je pense que la question devrait être posée. Mais tu vois, par exemple, il y a des étapes intermédiaires à cette question-là, c'est que on est régi par l'article 73 de la Constitution française, qui fait que nous sommes départements avec des possibilités de dérogation, par exemple, sur certains éléments. Mais en 2003, il y a eu un référendum, en tout cas, c'est pas un référendum, mais on a été questionné si on voulait passer à un autre statut, en l'occurrence l'article 74 de la Constitution, donc pour avoir plus de pouvoir sur notre territoire, par exemple, décider fiscalement de notre... avoir un impact sur notre fiscalité. Bon ben, on a dit non. Collectivement. Là, pour le coup, on a vraiment été interrogé collectivement. 2003. Bon. Aujourd'hui, je me pose la question, c'est quelle direction collectivement on veut prendre? Est-ce qu'on veut rester plus isolé sur la Guadeloupe avec la relation avec la France, parce qu'on est français, il y a des touristes qui viennent, etc. Ou est-ce que du coup, on veut être français, mais avoir des relations à l'international? Ce qui est possible, hein. Les collectivités territoriales, que ce soit la région, les départements, communes, moi je parle principalement des régions et des départements, l'entité principale ou centrale qui a la capacité et la compétence d'échanger avec les territoires extérieurs, c'est le ministère des Affaires étrangères. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais comme dans tout, il y a eu des lois de décentralisation à plusieurs dates, depuis les années 70, 80, etc., jusqu'à encore récemment. La France a délégué ou remis des compétences à nos collectivités. Donc ce que je veux dire, c'est que la région, par exemple, a la possibilité de pouvoir échanger dans un certain cadre, mais il y a des éléments où on peut prendre un téléphone, appeler le président hôtel ou le directeur de cabinet. Ça, a priori, il n'y a pas de cadre qui empêche ça. Mais la question, c'est quand il fait ça au nom de la Guadeloupe, et est-ce qu'on s'est dit collectivement, sur des moments importants, comme je t'ai dit la question qui a été posée en 2003, est-ce qu'on veut aller échanger à l'extérieur? Moi, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est de se demander où on veut aller collectivement. Et je pense que moi, tu sais, il y a un terme que j'adore d'ailleurs, c'est l'un des termes de mon compte Instagram, c'est cadence. Cadence à pays là. C'est le poumon. Comment on se sent? C'est quoi l'énergie? Dans quelle direction on veut que les choses se passent collectivement? Bon, là, je t'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas si on a envie de... Il y a des gens, mais tu vois, ça part un peu dans tous les sens. Il y a des gens qui sont très bien dans la relation avec la France. Il y a des gens qui veulent développer plus la relation avec l'Afrique. Il y a des gens qui se sentent particulièrement internationalistes, qui voyagent partout. Iowa, c'est ton podcast. C'est Oui. à toi. C'est la question. Parce que je vois que tu globalises à chaque fois. Mais on est là pour que tu donnes tes réponses. Même si ce n'est pas des réponses de la vérité absolue, mais c'est ta vérité. Avec toi. C'est que moi, me concernant, je pense qu'il faudrait qu'on développe plus de relations, dans le cas français, mais qu'on développe plus de relations avec des personnes qui ont des intérêts comparables aux nôtres. Que ce soit économique, culturel, mais comme je te dis, pas de dumb nos intérêts, d'écraser nos intérêts, que ce soit géopolitiques, internationaux, commerciaux. C'est de justement avoir des gens qui ont des dynamiques comparables à la nôtre. Voilà. Je vois par exemple la présidente barbadienne qui commence à avoir Mia Mottley qui commence à avoir un rayonnement international. Elle s'exprime à l'ONU avec une forme de prestance et tu sens quand même qu'il y a du bagou, du pouvoir derrière. Elle l'assume et elle fait en sorte d'avoir des échanges. Elle était, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était l'année dernière, ou en début d'année, non je crois que c'était l'année dernière, elle a eu un sommet avec le président indien, enfin le premier ministre indien. Enfin, moi, la dernière fois qu'un chef d'État caribéen a eu, ou au moins antillais, un échange au sommet avec un président des BRICS, il faudra me donner une date, tu vois. C'est que ça donne des éléments de comment finalement, tu vois, quand on veut se le permettre,
qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'on a le droit, on a les moyens, et si on le veut, donc ça c'est mon avis, parce que tu m'as posé la question, Mhm. de pouvoir se renforcer par des coopérations. Ok, Voilà. très bien. Et la deuxième question que tu m'as Qu'est-ce que posée, tu ferais pour, si aujourd'hui tu étais décisionnaire de l'autorité du pouvoir, qu'est-ce que tu mettrais en place? Quelles sont les premières mesures que tu mettrais en place pour faire avancer la Guadeloupe? grosse question, si j'étais aux manettes. Mais je pense qu'au-delà du fait d'être aux manettes, comme je te disais, et je tiens à préciser, parce que en fait c'est littéralement ça qui fait la différence. C'est si moi je décide quelque chose dans ma cabane, j'exagère, mais tout seul et que j'ai deux, trois personnes avec moi, etc., je ne dis pas qu'on n'est pas dans une dynamique de faire quelque chose, mais finalement ça ne pèse rien. Alors, tu dirais que tu es contre l'autoritarisme? Le fait que une minorité décide pour une grande majorité? Euh, Pas forcément représentative en plus, cette minorité? ouais, moi je pense que j'aime bien le principe de la démocratie, Demos Kratos, Tu pouvoir du penses qu'on est peuple. en démocratie? Je pense que, en fait, la question c'est est-ce que, Hum, comment te dire, organiquement on l'est, ou est-ce que matériellement on l'est? En gros, est-ce que théoriquement on l'est? Parce qu'il y a des éléments d'ailleurs. Et est-ce que finalement on est matériellement, ça veut dire Dans au les sens des faits. décisions, dans la réalité, dans le concret? Mhm. C'est contesté parce que, comment dire, va dans dans notre territoire particulièrement autocratique, particulièrement despotique, etc., sur la terre aujourd'hui, et on connaît la Palestine, on connaît certains endroits en Afrique, ou même des endroits comment dire, qu'on ne soupçonne même pas, où il y a des conflits Mhm. quasiment tous les jours. Et je te parle que au niveau militaire, mais je te parle même pas des conflits qu'il y a dans les populations. Bon, et même du niveau. Va aux États-Unis pour voir comment ça se passe quand tu es pauvre, dans certaines villes. On, on a un système qui est, franchement, en toute honnêteté, pas si mal que ça. On peut avoir mieux. C'est la question, c'est justement comment on se projette. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut quand même être, comment te dire, assez conscient des avantages qu'on a. Parce que j'ai l'impression qu'on est configuré pour se dilapider, c'est pour se dévaloriser collectivement et dire qu'on n'est pas assez, qu'on ne peut pas rien faire, que c'est pas un truc. Non, on a des moyens et on a tout ça, regarde, je dirais déjà ça, on a beaucoup plus de choses. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Par contre, du coup, je pense que on est dans un régime qui peut nous, en parlant de démocratie, qui peut nous aller, Mhm. mais qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec finalement? Je te parlais tout à l'heure de richesse au sens de se développer, d'avoir des interactions. On a le cadre aujourd'hui qui s'appelle démocratie. Démocratie au sens guadeloupéen et antillais, Martinique, Guyane, etc. Enfin, antillais, Guyane n'est pas sur le territoire, Mhm. etc. Mais, parce que j'ai vu une interview avec, que tu avais avec, Anaïka, exactement, oui. intéressant l'échange. Mais avec le cadre qu'on a, qui est ce qu'il est, on fait quoi avec? Et là, en fait, si on reste en statique, c'est-à-dire aujourd'hui ou sur notre petit coin de vue, notre petit angle, tu te dis la vérité c'est aujourd'hui. Mais en fait, quand tu prends sur long terme, il y a des territoires qui n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Par exemple, la Chine, dans les années 60, c'est pas ce que tu connais maintenant, hein. Il y a des territoires qui sont littéralement en déclin. Quand tu vois par exemple la France, qui est encore un pays développé, etc., mais on peut littéralement se dire que la France est en déclin. Plus de 120% de dettes, je crois que c'est encore plus. Il y a des milliards de dettes, etc. La France c'était une top nation, etc. Donc la question c'est quels ingrédients on met aujourd'hui pour qu'en dynamique, c'est-à-dire sur les 30 ans, eh ben, on a un territoire qui soit vertueux pour tout le monde, pour notre population, qu'on puisse avoir des gens qui viennent ici profiter et qu'on puisse d'ailleurs leur vendre un cadre. C'est pas gratuit. Avoir des musées, avoir. Et du coup, dans ce cadre, qu'est-ce que tu mettrais dans ce cadre? Les choses à mettre en place. Euh, je pense que déjà, l'un des éléments qui serait particulièrement important, c'est que on forme des gens qui travaillent à nos intérêts ici, qui partent pas au Japon, aux États-Unis, etc., avec des savoirs importants et qui finalement enrichissent des éléments extérieurs. Moi, je pense qu'un des éléments, c'est qu'on ait les moyens de former des gens ou faire en sorte qu'on les fidélise pour qu'ils comprennent qu'ils ont
ces compétences-là d'élite en plus, Mhm. qui peuvent permettre des choses extraordinaires, des constructions extraordinaires, des productions extraordinaires, des performances extraordinaires pour le territoire. Ok, Donc, on est d'accord. ça veut dire que par exemple, tu sais, je prends cet exemple-là, ça me passe là maintenant, mais tu sais, tu as la grande tour au Qatar, ou je crois, etc. Bon, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ça ici? La sismographie, non, c'est vrai. Bon. Pas lié à la sismographie, Oui, mais mais je veux dire, tu vois, je autre prends cet chose, j'ai compris. exemple-là. Oui, j'ai compris. Mais par exemple, je sais pas moi, on veut organiser, je sais pas moi, la Coupe du Monde de foot ici. Ouais. Bon, Peut-être un événement. Par exemple, à l'époque, on avait la Carojet. C'était vraiment une bonne idée. ouais, Bon, là, avec les sargasses, c'était compliqué, mais c'est vrai que à l'époque, la personne, je sais pas qui a inventé la Carojet, mais le gars avait quand même une bonne vision. extraordinaire. Mais si tu vois pas grand, si tu vois pas grand, je veux dire, moi je suis d'accord, je crois que la Guadeloupe enfin, c'est petit au sens géographique, mais je veux dire Singapour, où il y a certains territoires qui sont particulièrement en vertuosité, bon, je ne prends pas tout de tout, et en plus il y a la réalité géographique, tu n'es pas placé dans l'océan Indien, tu n'es pas placé en Antarctique, mais on a des avantages extraordinaires. Parce que comme on dit, il y a un proverbe en métropole, un dicton qui dit que ils sont petits, on n'a pas les ressources, mais on a les idées. Pareil, là, les Antilles, la Guadeloupe, on est peut-être petit, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des idées à forte valeur ajoutée. Et à forte valeur ajoutée. L'exemple, tu parlais du tourisme tout à l'heure. Est-ce que beaucoup de touristes en Guadeloupe viennent de l'Hexagone? D'accord, mais est-ce qu'on ne pourrait pas diversifier? Avoir des touristes d'Italie, des touristes de partout dans le monde, en fait, faire un pôle. Mais à ce moment-là, il faudrait peut-être une refonte du tourisme en Guadeloupe et aussi pas que uniquement que former les personnels hôteliers, parce qu'on a une école pour ça, Oui. mais aussi une refonte aussi des infrastructures hôtelières. C'est-à-dire qu'il y a les hôtels qui sont déjà bien, mais si sur le littoral, pas que pour la Dacha, ils ont fait quand même pas mal de bars, Ok, oui. mais il y a il y a plein d'espaces qui ne sont pas bien attribués, exploités. Ok. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'en termes de coût, on n'aurait pas grand-chose. Mettre quelques conteneurs, enfin pour la Guadeloupe, même pour la région, mettre quelques conteneurs et acheter quelques matériels à glace et compagnie, ça ne coûte pas tant que ça. Par contre, si on devient vraiment un endroit balnéaire, un peu comme les Bahamas, les îles Canaries, si on devient un peu comme ça pour la Guadeloupe et la Martinique, à ce moment-là, c'est du pur bénéfice. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas, je t'avoue, bon, les compétences en termes d'économie hôtelière ou touristique, c'est pas ce sur quoi je suis vraiment concentré. Par contre, il y a deux éléments que je peux te dire. Je pense qu'on doit être pragmatique, donc partir de la réalité. Je veux dire, la Guadeloupe, encore une fois, c'est pas l'Antarctique. C'est-à-dire, on est dans un cadre paradisiaque. Paradisiaque. On a de la chance d'avoir du soleil quasiment toute l'année. Regarde, encore tout à l'heure, il y avait ça fifinait, etc. Mais Mhm. regarde, on a du soleil quasiment toute l'année. Donc par exemple, s'en servir pour créer de l'énergie. Donc, bref, être pragmatique. Deuxième chose, c'est de voir extrêmement grand. Qu'est-ce qui. C'est-à-dire que oui, si tu restes. Tu sais, il y a une phrase que j'adore, mais j'adore cette phrase, qui dit que vous agirez comme la personne dont vous êtes persuadé être. En d'autres termes, si tu as une vision assez étriquée, petite, restreinte de toi-même, ben, tout ce que tu vas faire sera en cohérence avec ça. Si tu as une vision particulièrement élevée de toi-même, en capacité même de décrocher la lune, etc., mais en fait, qu'est-ce qui va t'arrêter? Il y a des obstacles, des barrières, des trucs, qu'est-ce qui va t'arrêter? Mais si tu es en tant que, là je te parle individu, mais si en tant que population, en tant que instance de décision, tu estimes que ben, tu as la capacité de entreprendre un certain nombre d'éléments. Je te dis la Coupe du Monde, quand je te parle de travail climatique, oui, j'imagine, il y a des barrières ou des empêchements ou des obstacles de la réalité matérielle, etc., le temps, ou le vent, ou le sargasse, etc. Mais si tu t'arrêtes à des choses qui sont, comment te dire, matérielles seulement, et que tu ne fais pas en sorte de transcender les obstacles, tu fais rien. Ou tu ne fais pas de choses qui peuvent optimiser au maximum, presser le jus de la capacité extraordinaire que tu as. On a une capacité extraordinaire. On est placé dans un territoire caribéen avec une dynamique culturelle extraordinaire. On est à côté des États-Unis Les États-Unis, c'est l'un des pays qui a le plus d'opportunités, même aujourd'hui, extraordinaire.
c'est quoi nos interactions avec eux. On a... Mais est-ce qu'on a les moyens de nos idées? Oui. En termes de... Je ne parle pas de ressources, je parle de législation. Ça, là, on revient du coup au débat de 73-74, parce que l'autodétermination, peut-être que les dirigeants guadeloupéens, je ne sais pas, je ne les défends pas, hein, mais est-ce qu'eux-mêmes, même si au fond de la tête de Charles, au fond de la tête de Servat, au fond de la tête de Losbar, même s'ils ont les meilleures idées du monde, est-ce qu'actuellement, on leur a donné les moyens? Alors, il y a la question, est-ce qu'on doit leur donner? Mais est-ce qu'ils ont les moyens déjà de mettre en application les meilleures idées du monde? Moi, tu connais, comme je t'ai dit, ma réponse ne peut pas être binaire, mais en tout cas, ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que je pense qu'il faut mettre nos yeux dans tous les paniers. Nos décideurs politiques ont un cadre au sens administratif, légal, constitutionnel sur lequel ils peuvent agir. Bon, ils font pas rien. J'étais en train de regarder avant de venir. Le budget du département cette année, c'est 1 milliard. Bon. Le budget de la région cette année, c'est 1,2 milliard. Bon. Donc ils font pas rien. En plus, ils investissent dans les infrastructures, etc. Ils font pas rien. Après, on peut rentrer dans des débats, mais je t'ai donné le cadre rapidement. Mais il y a des initiatives personnelles. Moi, je t'ai dit que par exemple, et personnelles, ou même ce qu'on appelle institutionnelles. Moi, je peux créer une institution au sens où, par exemple, quand je crée une association c'est une institution. Quand des gens qui ont un objectif commun décident de créer de la valeur. Par exemple, en investissant, je sais pas moi, dans un bâtiment qui forme des gens qui feront l'élite, par exemple, de la musique. On crée de la valeur qui peut créer vraiment de la valeur. Parce que tu fais des millions de vues. Après, c'est l'argent que tu récupères, que ce soit en marketing, que ce soit par rapport à tes conseils, etc. Tu peux l'investir ici pour mettre dans une école. Donc tu vois, je prends des exemples. En fait, tu n'es pas obligé de te dire, je fais ça, il faut que je compte que sur eux, etc. Alors qu'ils font déjà un taf, etc. Mais quelles sont les initiatives privées? Quelles sont les initiatives collectives? Il y a d'autres territoires où, je ne te dirais pas qu'on ne se pose pas la question, parce qu'évidemment, ils se posent extrêmement beaucoup la question, mais c'est justement, c'est tellement logique qu'on passe par les différents canaux. Par exemple, je donne un exemple. On a des sportifs, des acteurs, etc., des footballeurs, on a des basketteurs, on a des gens qui créent beaucoup de valeur à l'international. Moi, par exemple, je pose une question, je pose ça là, je voudrais savoir. C'est privé, mais en fait, est-ce qu'il y a des projets entre eux pour investir pour les intérêts du territoire? Ils ont beaucoup d'argent. Moi, je te prends par exemple, je ne sais pas pour le nommer parce que je ne sais pas ce qu'il fait. En plus, peut-être qu'il fait des choses très importantes, mais je te prends le cas de Rudy Gobert. C'est donc basketteur international en NBA. Mec, je ne sais pas combien il gagne par année, mais il gagne des millions, je te le dis. Il a un contrat en plus avec les Wolves, c'est important. Disons je raconte des bêtises, mais disons qu'il gagne 20 millions l'année. Disons. Qu'il met 1% de ça ici. Je te parle que 1% de ça pour une seule personnalité. Disons que tu prends 1% de ça, par exemple 20 millions, ou même 15 millions, ou 10 millions, footballeur, je sais pas, et que tu mets un fonds guadeloupéen ou antillais, etc. pour avancer, tu imagines ce que ça fait comme montant? Et ce montant-là, tu imagines ce que tu peux faire collectivement avec? Donc, tu vois, ce n'est pas forcément des initiatives publiques. Donc, je te parlais d'1 milliard et 1,2 milliard pour le département et la région. Mais du coup, quand tu vois ce que ça pourrait avoir des initiatives politiques, parce que du coup, ce serait politique, quand des personnalités qui ont vraiment les moyens d'avoir de l'argent se rassemblent et mettent quelque chose pour aller dans une direction et faciliter le quotidien, payer des éléments pour que tout le monde ait accès à, je sais pas moi, la culture, etc. Là, tu fais vraiment quelque chose pour avancer le schmilblick. Ben pour moi, c'est ce genre d'initiative-là qu'on peut mettre en place et faire en sorte que sur quelque chose de carré, on est en 2025, je me suis dit, Jordan, en 2035, on est où? Avec les moyens qu'on aurait décidé collectivement et sur nos initiatives conséquentes, mais un peu partout, et de manière stratégique. Donc c'est pas, moi je me réveille le matin, par exemple,
et toi, tu es de l'autre bout de la Guadeloupe à Saint-François. Bon, la Menteur, tu connais. Saint-François et quelqu'un à Basse-Terre. Chacun, on est dans notre petite rue qui est. Ah oui, il y a les égaux, etc. Mais justement, si on estime que le plus important, c'est qu'on avance, on est d'accord avec ça. On a nos divergences, on a des trucs, etc. Que ce soit religieux, que ce soit en termes de conviction politique, que ce soit familial, que ce soit économique, que ce soit, je sais pas, même en termes de ta couleur préférée, c'est rouge, moi c'est. Ok, mais si on a décidé que le plus important, c'est notre aventure collective, ben, moi je mets de l'argent de côté, donc en fait. Et au-delà de l'argent, je mets la chose la plus importante à mes yeux, je mets mon temps. Mon temps qui va créer de la valeur, qui va créer de la richesse. Et si on fait ça tous, tu sais, c'est la fameuse histoire du colibri. Oui, on me l'a raconté il n'y a pas longtemps en plus, hein. Il y a un incendie, mais tu la raconteras mieux que moi parce qu'on m'a dit une seule fois, j'ai pas bien retenu. Non, t'inquiète. Ben, en fait, c'est un incendie, pardon, et dans une forêt. Et il se trouve que les animaux de la forêt, globalement, fuient l'incendie. Ce qui est assez pragmatique, hein, et assez logique. Mais il se trouve qu'en sens contraire, il y a un colibri qui a de l'eau donc, dans son bec, ou je sais pas comment on appelle ça. Et l'un des animaux, éléphant, voit donc tu imagines la différence de taille, le colibri aller vers l'incendie. Ah, l'éléphant lui dit, mais il faut j'ai encore qu'à faire. Mais il faut te sauver, gros. Le colibri lui dit, mais en fait, moi je fais ma part. Je fais ma part. Mais ça veut dire que je suis conscient donc, de l'enjeu. L'endroit où je vis, où j'ai envie de vivre, est en train de disparaître. Ou est en train de brûler. Ou en train de ne baisser de qualité. J'en suis conscient et je veux vivre là. Ah, tu sais, cette fable-là, elle est bien, mais elle n'est pas adaptée aux Antilles parce qu'aux Antilles, tu vois une situation qui est négative dans ton travail, dans la société. Tu vas essayer de changer les choses, tu vas te confronter à deux problèmes. La première personne qui va laisser te dire d'arrêter de changer la situation parce que ça a son avantage. Et l'autre qui te dira qui est ton ami ou quelqu'un de ta connaissance qui ne défendra pas la situation actuelle pour ses intérêts, mais qui te dira tu te mets en danger vis-à-vis de la première personne, celle qui veut que ça reste. Donc en fait, c'est comme tu as une maman, ta maman te dit ferme ta bouche parce que là tu t'attires des problèmes. Tu vois, il y a celui qui va t'empêcher de changer la situation et tu as celle ou celui qui va te dire non, mais tu vois, tu te mets en danger vis-à-vis de l'autre, donc reste là où tu es. Et le colibri, au final, si on devait réadapter la fable aux Antilles, tu aurais je sais pas, un guépard qui lui court après pour l'arrêter. Alors, le changement de fable est pas mal, mais en fait, là où je suis un petit peu moins aligné avec cette version-là, c'est que même si le guépard est là, mais en fait, je suis sûr qu'il y a un tatou, je suis sûr qu'il y a un autre éléphant qui se dit, en fait, putain, il a raison, en fait. Et en fait, moi, c'est le sens de ma vie. Et en fait, en fait, finalement, d'une certaine manière, tout ce qu'on a autour de nous, c'est né a priori d'une volonté individuelle qui peut-être a fait certainement son chemin, qui a convaincu d'autres personnes, qui est devenu plus gros et qui a fait des trucs extraordinaires. C'est vrai. Mais ça part du fait que même la personne la plus petite individuelle, quasiment au départ et surtout au fur et à mesure, a été quasiment persuadée que c'est possible. Et tu vois, moi, ce que j'avoue, je te dis, c'est ça que je pense qui fait la différence entre des gens qui ont des projets ou des grands projets, des immenses projets et des projets extraordinaires. Je suis persuadé que dans le mindset, dans l'esprit, en fait, il est convaincu que c'est possible. Ouais, tu sais, ce que tu dis me parle parce que là, mon podcast, il est à la limite. C'est-à-dire que j'ai des invités comme toi, que j'estime qu'ils doivent venir pour nous expliquer des choses, et j'ai des clients. Et généralement, le client finance les invités, voilà. Donc au final, la balance, elle est neutre. Et des fois, elle est même un peu déficitaire. Et même que ce soit mes monteurs, ils ont des kilos, ils prennent mon argent, et ils me disent, ah ouais, tu es ça. Mais c'est pas ça. Elle mon maman. Mais c'est vraiment l'argent. Il me dit, ton projet, puis tu vois pas, tu peux pas faire mieux. Il n'y a pas plus rentable. Alors il compte l'argent, il me dit, c'est de la merde.
Ah, Bref. c'est sur le chemin. Donc je me C'est- dis, même si il y a plein de gens qui t'encouragent pas ou te découragent, mais si même le gars même qui est censé te dire continue parce que c'est ça, rempli ta poche, il te dit ouais laisse tomber. Bref, du coup c'est fatigant. je suis Mais d'accord. c'est ça que quand tu me dis oui, si tu crois en ton rêve, il y a pas mal de gens qui me disent non mais voilà, tu peux faire des choses plus rentables. Mais moi je crois que c'est ça qui y a une valeur ajoutée là dans longtemps. Mais Il y, totalement. a, il y a déjà une valeur ajoutée, Mais, mais c'est pas encore exponentiel. Mais je pense que c'est en faisant ça maintenant que plus tard ce sera autre chose. Et c'est ça, j'ai comme le voilà. mais en fait, moi, je pose la question, c'est où tu estimes que tu es convaincu qui est ta puissance et que tu as envie de l'habiter, de la développer. C'est ça. Parce que quand on parle de puissance ou de développer sa puissance, ça ne veut pas dire que ce sera facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles, ça ne veut pas dire qu'il y aura de la médisance. En plus, bon, on est sur un territoire où c'est pas mal quand même, qu'on ne va pas te critiquer. Mais en fait, mais sinon personne ne fait rien. Et en plus, je veux dire, par exemple, moi c'est un truc qui me fascine. J'ai l'intime conviction qu'il y a un lien entre la domination territoriale de la musique et la puissance d'influence dans le monde. Avant, tu parlais de musique africaine, gros, il ne pesait pas tant que ça. Je veux dire, voire pas du tout. D'ailleurs, c'était même retire ton truc là, tu vois. Sauf pour nous qui avons quand même des liens avec l'Afrique, tu vois, donc Magic System, ce genre de choses. Mhm. Aujourd'hui, ils écrasent le game avec la main piano. Et même, ils arrivent à trouver des différents rythmes qui viennent même de leurs différentes cultures qui s'épandent littéralement sur toute la planète. Bon, nous, on a cette forme de dynamique là aussi. Parce que, tu sais, Kalash avait fait à un moment, il avait poussé une gueulante pour dire qu'on n'avait même pas accès à Spotify et qu'en plus, c'est même pas notre talent qui fait qu'on n'y arrive pas, c'est les opportunités, c'est les. etc. Mais si tu penses pas que c'est possible, si tu penses pas que c'est possible, mais tu vas pas aller au devant de complications. Ben, Faut créer la réalité. La réalité se crée. et donc nous, c'est pas que je te dis, je prends l'exemple de la musique, mais regarde mec, je sais pas, avant déjà c'était un truc de malade de faire 500 000 vues. Même là, j'imagine même pas, 100 000 vues pour nos artistes locaux. Mhm. Que ce soit Meryl, que ce soit Titov, que ce soit Kalash, que ce soit. Même je discutais de ça avec un frangin qui, je suis persuadé, va péter dans vraiment pas longtemps. Euh, Ce matin encore au téléphone, Lyrics, Pente de Mike, Kérousel, etc. Ils font des millions de vues. Et ça, c'est des éléments qui, étant donné, Maureen, enfin, c'est des éléments qui sont amenés, j'en suis persuadé, à encore grossir. Mais quand tu fais ça, ça donne un lien de. En fait, putain, mais j'aurais pu rester chanter dans ma cave, dans ma commune, etc. Mais en fait, non. Je veux que ma musique fasse le tour du monde. Tu dis ça là, par exemple, en commençant quand tu as 14 ans ou même 7 ans. Si tu n'es pas dans un univers, a priori déjà de base, qui te dit que, mais en fait, non, c'est possible. On va te dire, mais qui me comprend nous. Tu vas te dire, ah merde, alors j'avoue, je vais pas le faire. En fait, non. Mais tu penses que. Je ne sais pas comment ils ont fait, toutes ces personnes-là. Mais je Mhm. suis persuadé. Par contre, s'il y a quelque chose dont je suis persuadé, c'est qu'ils sont convaincus que c'était possible. Et surtout que, étape par étape, ils ont été convaincus que c'est possible. Ouais, mais en fait, le souci aussi, c'est que parfois, tu empruntes des sentiers qui n'ont pas été empruntés avant. Oui. Il y en a qui réussissent et qui, des fois, mettent la barre plus haut que leurs prédécesseurs, mais il y Mhm. avait déjà une barre. Et quand tu es dans des domaines où ça n'a pas encore été fait, des fois, être avant-gardiste, c'est plus compliqué qu'être. Être précurseur, c'est plus compliqué qu'être le Bien numéro un. sûr. Mais je te dis pas que, par exemple, tout de suite, là, comme ça, boum, tu vas être l'artiste, par exemple, je sais pas, moi, jusqu'à preuve du contraire, pour prendre l'exemple de la musique, j'ai pas un artiste antillais, voire caribéen, qui a fait, enfin en tout cas antillais, qui a fait le milliard de vues. Je pense pas. Faudrait Mhm. m'indiquer. Mais a priori, ça s'est pas fait. Mais déjà, mec,
même 1 million. Moi, je ne sais pas lequel qui a fait ça, bon, le premier. Mais si on revient il y a 30 ans, YouTube, je ne sais même plus depuis quand c'est 2006 ou quelque chose comme ça. Mhm. Le premier qui a fait ça, mais en fait, même aujourd'hui, par exemple, un artiste qui commence, faire 1 million de vues, même par exemple pour ta vidéo, faire 1 million de vues, J'avoue ça. là, Ouais. tu vois, c'est pas comme ça. Bonjour. 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 J'avoue, faire 1 million de vues sur un podcast, ouais. C'est pas, tu sais, c'est pas comme ça. Mais quand par exemple là, mais en plus toi, tu as déjà un certain nombre d'étapes, tu as déjà produit un certain nombre de vidéos, etc. Mais quand finalement, tu rencontres quelqu'un, après tu rencontres des gens, après ça, tu passes à certaines étapes, peut-être au niveau du matériel, ensuite, etc. Et finalement, ça, tu converges vers, tu fais 100 000 vues sur ta vidéo. Bon, déjà, pas mal, etc. Et tu atteins ça. Mais est-ce qu'en commençant, tu n'avais pas la sensibilité de te dire, ouais, mais en fait, c'est possible, mais je veux le faire. En vrai, voilà, je vais le faire. Je pense que collectivement, on doit avoir cette pensée que, en fait, par exemple, on veut faire, comme tu disais, un championnat du monde c'est Jet ski à de l'époque. jet ski. Ouais. Ben, on va se débrouiller. En plus, on a la mer. Je sais pas moi, on veut organiser le plus souvent des événements internationaux. Par exemple, autour de la cuisine, on a des avantages à ce niveau-là. C'est vrai par contre, hein. Ça serait une bonne idée ça. Des Bon. concours nationaux et internationaux en Guadeloupe. C'est vrai, mais après, c'est une question de volonté. On a déjà répondu à ça. Je vais retourner dans ce qu'on a déjà dit, c'est Il une y a question de des volonté. obstacles. Tu vois, sur ça, je vais pas refaire le monde. Et toi, comme moi, il y a des obstacles. Ne serait-ce que déjà des obstacles individuels ou même intérieurs. Que ce soit au niveau des budgets, que ce soit au niveau des personnes qui ne veulent pas que ça se passe, que ce soit même des obstacles matériels. Je sais pas moi, si tu veux mettre un ballon extraordinairement grand dans une maison petite, ça va être compliqué. Tu vois, bref, en tout cas, il y a des obstacles. Moi, par exemple, je suis à l'université. Je suis en master en droit public, normalement. Inch'Allah, on travaille pour aller un peu plus loin. Ben, l'une des questions que je me pose à titre individuel, c'est comment on fait pour donner plus de rayonnement aux gens qui sont capables de penser sur le territoire. Et faire en sorte que ces gens-là aient plus de capacité de passer de la pensée à l'action. Si tu produis beaucoup de docteurs, beaucoup de doctorats, beaucoup d'agrégés, beaucoup, etc., qui travaillent eux-mêmes sur des projets qui vont aider la population, donc que ce soit par exemple sur le thermonucléaire, que ce soit pour utiliser l'énergie du soleil pour créer au moins en partie une énergie qui peut être utilisée sur le territoire, que ce soit pour administrer le territoire mieux, que ce soit plus fluide, notamment au niveau des transports. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais moi, je suis universitaire, je vois ça. Ben, oui, tu vas te dire oui, mais on est limité, c'est compliqué parce qu'il y a un carcan. Alors, j'ai une question qui est. Tu as parlé du rayonnement du safe power artistique de nos artistes dans le monde. C'est une réalité, mais j'avais vu une interview de Igbo Simon il y a longtemps qui expliquait que, ok, on est connu pour le zouk, on est connu pour Frankie Vincent à l'époque, parce que c'était de l'époque qui parlait de ça, mais est-ce nous pas mieux, est-ce qu'on n'a pas mieux à mettre en avant la musique c'est bien, hein, il faut que ça continue, mais est-ce que ce serait pas mieux qu'on entende parler de nous? Il y a des pays qu'on entend pour leur technologie, on les connaît pour autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on doit mettre en avant? Mais littéralement, moi je te plus l'exemple de la musique parce que c'est quelque chose que j'imagine que tout un chacun, surtout ceux qui peuvent regarder le contenu ici, va comprendre. Moi je suis du cas là, voilà, bon, tout le monde a compris. Je te parlais tout à l'heure de deux choses. Je vais revenir sur c'est le pragmatisme et voir grand. Parce que est-ce qu'on ne s'enferme pas à ce moment-là? Tu sais, le fait d'avoir pas mal de personnes qui réussissent dans ce domaine-là, ça incite la jeunesse à aller dans ce domaine-là, pourquoi pas? Mais le revers de la médaille, tu vois, genre on brille dans ce côté. Il y a une face négative. La réussite fait un appel vidéo dans ce domaine-là. Bien sûr, mais moi j'en veux pas parce que si tu veux, d'une certaine manière, il y a un levier super important par rapport aux critères de ce qui est valorisé aujourd'hui. Déjà l'argent, l'exposition, la valorisation. Donc en fait,
c'est normal que, comme tu dis, ça fasse un appel d'air. Mais j'en veux pas aux gens qui vont au contraire, parce qu'en plus, ça, d'une certaine manière, quand ils réussissent, ils créent du soft power de nos territoires qui est exportable, etc. Mais euh, là aussi, je suis d'accord avec toi, à moi, mon fameux en même temps, c'est de me dire que, comme je te disais, est-ce qu'on est pragmatique, est-ce qu'on voit grand? C'est-à-dire, ici, on est où? Qu'est-ce qu'on a comme avantage? On parle de la base. Qu'est-ce qu'on a comme avantage? On est une île, on a du soleil tout le temps, en plus on est multiculturel, et voilà, on a un certain nombre d'avantages. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Et dans l'environnement dans lequel on est, parce qu'on n'est pas que juste nous-mêmes, il y a aussi l'environnement. Aujourd'hui, on est sur un monde technologique. Qu'est-ce qui crée le plus de valeur sur le territoire globalement aujourd'hui? L'intelligence artificielle, notamment, par exemple la finance internationale, par exemple la créativité sur les contenus, l'influence, le commerce. On a des choses à vendre, que ce soit au niveau de la propriété intellectuelle, donc de notre pensée, de notre esprit. On a en plus, on est nous comme personne d'autre est nous. C'est-à-dire que par exemple, on peut faire avancer le schmilblick et en fait rendre de luxe ce qu'on est. Et faire en sorte que ce soit inestimable. Par exemple, c'est quoi la différence entre un sac, je sais pas moi, de Mandédé, un sac de Célio et un sac de Louis Vuitton? Ben, en fait, c'est que l'image française et le luxe français a été mis dans l'esprit comme quelque chose de ultra C'est une valorisable question de positionnement. et reconnu exactement. Mais en fait, si on parle, par exemple, je sais pas moi, on dit que notre madras, il y a d'ailleurs big up à, je le dis maintenant, à Thomas Detelot qui justement utilise beaucoup tout ce qui est euh, tissu de notre patrimoine pour euh, le valoriser un peu dans cette dynamique-là. Toutes ces initiatives-là, elles sont à prendre. Parce qu'on n'est pas cheap. Mais ça veut dire qu'il faut le croire, il faut en être convaincu. Donc que ce soit, comme je t'ai dit, hein, dans la cuisine, que ce soit sur les vêtements, il y a beaucoup de choses à faire. On a une inventivité extraordinaire qui est du fait de ce qu'on est. Euh, que ce soit au niveau du dessin, au sein de notre créativité sur, je sais pas moi, l'eau, par exemple. On est entouré d'îles, je veux dire, pour la construction de bateaux, ou même ce qu'on peut faire avec des bateaux, ou même avec le nautique. Il y a comment dire, tu vois différentes activités ici sur le territoire, que ce soit sur la Grande Terre ou la Basse Terre, avec différents supports. Bref, il y a plein de choses à faire. Et je te dirais vraiment, c'est que la seule barrière conséquente, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entrave, qu'il n'y a pas d'obstacle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'empêchement, hein, vis-à-vis de ce qu'on peut créer aujourd'hui. Moi, on a pris l'exemple de la musique, que ce soit au niveau des intellectuels, que ce soit au niveau de l'influence, même sur les réseaux sociaux. Euh, Par exemple, on a des influenceurs qui sont de la diaspora, qui sont soit en France hexagonale, soit ici, soit même à l'international, qui ont leur mot à dire. Quand je dis diaspora, c'est au sens large. Par exemple, tu as Sally aujourd'hui qui fait une interview avec Denzel Washington. Je ne suis pas persuadé qu'il y a 10 ans, ça aurait été quelque chose qu'on estime, j'ai 10 ans, même 20 ans, enfin sur 20 ans, quelque chose de logique, normal. Ouais. Euh, Moi, je t'avoue que quand on a échangé et que tu m'as dit que ce serait possible d'avoir notre interaction, ce que je voulais, c'est a priori faire un constat de notre situation aujourd'hui en Guadeloupe et globalement. Je pense qu'on l'a un peu fait. Dire c'est quoi la situation et vraiment insister, et c'est moi mon point là maintenant, sur pas ce qui peut nous empêcher de le faire, mais ce qui va nous permettre de le faire. Et c'est surtout une question de pragmatisme. Si demain je veux aller au Japon, bon, ça veut dire qu'il faut déjà que j'ai l'argent, il
faut à minima que je prenne des billets, parce que sinon je n'irai pas à pied, ça va être compliqué. Mais ça veut dire que c'est des choses que j'anticipe. Moi, j'insiste, je pose la question, à l'horizon 2035 et 2050, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Où on est? Dans quel état on est? Parce que je pense qu'on ne s'en rend pas compte, que c'est pas si évident pour comprendre. Et je vais développer ça rapidement. Mhm. La départementalisation de la Guadeloupe, c'est 1946. Avant, la Guadeloupe, c'était littéralement, c'était une colonie. Voilà. Entre 1848, donc date de la seconde abolition de l'esclavage, et 1946, donc il y a eu un certain nombre d'événements, mais l'économie tournait toujours, et même comment les gens vivaient en fait, autour de la canne. Donc, et il y avait toujours une sorte de système social qui, donc c'était pas de l'esclavage, puisque les gens étaient payés, en tout cas globalement, mais on avait un cadre de vie qui était toujours quand même assez semblable à ce qu'on a vécu auparavant, en tout cas avant 1848. Le cadre en question, jusqu'aux événements de 1975, c'est-à-dire que l'économie de la Guadeloupe soit dépendante beaucoup de la canne, qui était l'or vert de l'époque, c'était encore le cas, avec des nuances. Mais par exemple, en passant de 1946 à aujourd'hui, il y a eu nécessité, mais littéralement, de s'adapter aux enjeux de notre monde. Donc, par exemple, une économie qui tourne vraiment et centrée beaucoup sur l'agricole, pour ne pas dire la canne, comment on fait en sorte pour qu'il y ait une viabilité de territoire et de population donc par exemple, que les gens travaillent. Mais jusqu'à preuve du contraire, pendant l'économie, le fonctionnariat, donc la puissance publique, les fonctionnaires n'étaient pas aussi conséquents que maintenant sur le territoire. Ça n'existait pas autant. Encore pire, c'est qu'il y a eu une modification de la structure même économique des emplois vers le service. Donc il y a beaucoup de gens qui ont commencé à travailler pour des entreprises, donc en tant que salariés. Donc, ce qui n'était pas le cas. Donc ça veut dire pour résumer, qu'on s'adapte au temps, on s'adapte à notre ère. Tu disais tout à l'heure la différence entre par exemple bonheur et confort matériel, etc. Mhm. Mais ce sera quoi nos réalités avec tout ce que je viens de dire là en 2035, en 2050? De quoi on sera dépendant ou pas, par exemple? Tu vois, je me pose la question. Par exemple, il y a des conflits internationaux aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a eu la guerre froide, dans les années 70, etc. Ok, du coup, c'est les États-Unis qui ont remporté, en tout cas, l'Occident. Mais par exemple, moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si on est dans une forme de passivité, on attend que les choses se passent et que, bon, ça va aller de toute façon et ça qui fait de fait. Bon, moi, je ne suis pas très optimiste à ce niveau-là. Ce que moi, j'aurais vraiment aimé, c'est qu'on ait une réflexion entre nous, avec des intérêts différents parfois, mais globalement se dire, bon, 2035, les projets d'envergure, donc par exemple, là, tu vois, on a un hôpital on va avoir un hôpital qui commence à qui a de la gueule, si tu veux, en tout cas qui a théoriquement la capacité de subvenir à nos problématiques de santé. Mais par exemple, l'hôpital, c'est pas que le seul, comment te dire, élément de notre système de santé. Il faut avoir un système de santé organisé et structuré. Par exemple, des cliniques. Par exemple, des personnes formées et compétentes pour pouvoir soigner les gens. Alors, il y en a, mais pas localement. Une minorité en tout cas. Parce que le problème, c'est que le système médical est mal fait. Genre, pour se former, il faut partir en métropole. Quand les étudiants partent en métropole, du coup, il y a quand même une demande. Donc, on importe les métropolitains. Sauf que les métropolitains, à ce moment-là, ils ont un CDI et ils ne vont pas quitter leur CDI. Comme ça, du coup, l'Antillais reste bloqué là-bas. Donc, il faudrait internaliser la formation aux Antilles. Ce qui commence à être fait, parce qu'avant, tu devais partir dès la 3e ou 4e année. Maintenant, par exemple, tu as la possibilité de faire tout jusqu'à l'internat, 6e année au concours national, ici. Bon. Tu vois, C'est une amélioration. En fait, c'est
si on reste bloqué sur comment on voit les choses maintenant, forcément tu te diras, ah ouais, putain, on va pas y arriver, c'est pas possible, etc. Mais en fait, si on se dit que la première chose à faire, c'est de savoir ce que nous on veut faire et comment on le met en place, évaluer ce qu'il y a autour, etc. Donc, par exemple, concernant le système, mais il y a d'autres éléments, mais le système médical, se dire, bon ben, il faut qu'on forme des gens qui vont rester. Il y a plein de trucs. Moi, je sais qu'il y a par exemple un dispositif où tu donnes un revenu à des gens, même quand ils partent faire les états extérieurs, mais dans la condition du revenu, c'est de revenir ici pour officier. C'est vrai, Bon, c'est pragmatique. c'est vrai. Donc ça veut dire que tu formes des gens à l'extérieur, tu utilises l'avantage de l'extérieur pour qu'ils reviennent. Je veux dire, tu sais, il y a des choses qu'on peut utiliser qui sont littéralement, qui viennent de la nuit des temps, hein. Enfin, je veux dire, on sait aujourd'hui que beaucoup de pays en voie de développement ou qu'on pourrait qualifier d'inférieurs par rapport au système économique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur élite, elles n'allaient pas à l'école forcément sur le territoire, elles partaient, par exemple. On sait très bien que par exemple les enfants des élites allaient dans des grandes universités ou des grandes écoles, par exemple de Grande-Bretagne, des États-Unis, de la France ou ce genre de choses. Bon, souvent, justement, ils revenaient sur le territoire, soit pour créer des instances, que ce soit financières, économiques, institutionnelles sur le territoire. Moi, je ne vais pas venir te dire qu'il ne faut pas partir ou quoi que ce soit. Par contre, je suis persuadé qu'il faut casser le schéma dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire... Ou c'est systématique. oui. Et c'est idéologique. Il y a déjà ce narratif. Il faut être cohérent. Le bimidum, c'était vers les années 50. Donc on demandait à des gens, en tout cas il y avait une forte demande qu'on puisse envoyer des gens dans Mais l'extérieur. pour moi, le bimidum, enfin, je parle bien, mais pour moi, il est toujours présent. Sous une autre forme, moins agressif, moins systématique, endémique, ok, tout ce qu'on veut, tous les termes techniques, mais il est toujours présent parce que quand je passe à Jarry, je vois toujours des 4x3 pour rejoindre la gendarmerie, rejoindre l'armée et compagnie, et personne ne fait de pédagogie. Moi, pour dire le terme, j'étais fonctionnaire. Ok. Je connais bien ce système-là, j'ai dans ma famille pas mal de fonctionnaires, c'est d'ailleurs ça qui m'a emmené là aussi, en partie. Quand on part, les Antillais doivent savoir qu'ils en ont pour 15 ans avant de revenir. Voilà, ils en ont pour 15 ans minimum, voire 20 ans, parce que y a une longue liste d'attente et on n'est pas forcément prioritaire. Alors qu'on vient d'ici même, hein. Il n'y a aucun. Légalement, le règlement n'est pas fait pour. Il n'y a pas de passe-droit. Tu peux être des Antilles, mais entre métropolitain et toi, ça prend 20 ans. Il n'y a pas de différence. Donc voilà. Et ça, j'en ai marre. Plein de 4x3 et aucun moment on parle à la télévision, on fait de la prévention. C'est pas le métropolitain du camp Jacob, enfin du camp militaire, qui va t'expliquer que quand tu signes là, tu vas partir 20 ans. Enfin, il te le dit vite fait. Mais il n'y a pas de réunion où tu t'assois pendant 2 heures pour te dire, vous savez, vous êtes sûr, ça va impacter votre vie pendant des années. Non, il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas ça. D'ailleurs, en reparlant des 4x3, est-ce qu'il n'y a pas le problème aussi de réglementation qui n'a jamais été respectée par rapport à la pollution visuelle? Loi qui a été votée et mise en application il y a au moins 10 ans de ça, mais qui n'est jamais appliquée. C'est-à-dire que tu ne fais pas 10 mètres en Guadeloupe sans voir des grandes affiches. Normalement, c'est interdit, ça. Mais on est comme dans un pays du tiers-monde. Tu vois, enfin, pour parler, mais quand je vois des reportages dans certains pays, je vois la Guadeloupe, j'ai l'impression que c'est la même chose. Des 4x3 partout, tu sais, comme. Bref. En plus, il y a eu récemment le fameux débat, enfin c'est un débat où il y avait, en plus c'est pas loin, à Gosier je crois, des affiches où il y avait que de l'alcool. Avec les laviches. Exactement. Voilà. Sur des kilomètres, oui. Waouh, c'est... Mais surtout, la question que je viens de te poser aussi, pour conclure, enfin presque conclure, c'est l'évolution de la politique aux Antilles. Parce qu'il fut un temps où les jeunes étaient politisés très tôt, où ils montaient des associations, ils montaient des structures et compagnie. Aujourd'hui, j'ai côtoyé, je vois un peu les futurs politiques de demain, c'est ceux qui sont déjà sous l'arbre des politiques du présent. Alors qu'à l'époque, il y avait les politiques anciens et il y avait les nouveaux qui faisaient leur truc de leur côté. Et puis après, peut-être qu'ils s'associaient et compagnie, mais la dynamique n'était pas la même. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeunes qui fassent quoi que ce soit en dehors des jargons. Enfin, pas de jargon, des racines des prédécesseurs.
Ce que tu dis est totalement, enfin, littéralement vrai qu'on voit la sociologie des acteurs politiques aussi, ici en Guadeloupe, mais encore une fois, moi je pense qu'on ne doit pas avoir des œillères. Par exemple, tu sais, il y a des politiques au sens politique politicienne en France qui ne sont pas de CSP, c'est-à-dire catégorie socio-professionnelle, enfin, qui n'ont pas des parents et même eux des catégories socio-professionnelles élevées. Mhm. Je te donne un exemple. Frédéric Maillot, c'est le député de La Réunion. Euh, ben, lui, il vient pas a priori, enfin, de ce que je sais, il n'est pas avocat ou quoi que ce soit, il est passé par le milieu associatif et ensuite il a fait son bout de chemin et il a eu une forme de popularité par rapport à ce qu'il disait et les actions qu'il menait pour devenir et avoir un mandat électoral. Est-ce que c'est pas possible ici? Tu vois ce que je veux te dire? Oui, si On tu le te dis. saura bientôt. Mais, Inch'Allah. Mais alors moi, j'ai pas de. Comme je te dis, moi je pense que la politique, ça vient des actions sur le territoire ou des actions qu'on entreprend individuellement et surtout collectivement. Moi, je ne suis pas très convaincu de la politique politicienne. Je pense que même si on regarde vraiment euh, les grands éléments qu'on constate qui ont vraiment du poids aujourd'hui, par exemple, avant d'arriver, pour ne parler que de lui, mais il y a plein d'éléments, Mhm. avant qu'il aille en politique sur les élections présidentielles américaines, Elon Musk, c'était pas un politique. Enfin, Elon Musk a beaucoup plus d'influence qu'un grand nombre de politiques planétaires. Beaucoup plus. Le gars envoie un tweet, il fait des milliers de dollars, d'euros, tout ce que tu veux, en 2 secondes. Aujourd'hui, maintenant. Euh, bon, j'ai mis une biographie de lui, mais c'était pas forcément clair. Mais il vient, en tout cas, il est originaire d'Afrique du Sud. Mhm. Bon, tu vois, c'est pour te faire comprendre que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et en fait, comme on voit vraiment très court et qu'on nous rappelle tout le temps que c'est pas possible, c'est-à-dire d'avoir un politique bah, qui vient d'un milieu associatif guadeloupéen, ou voir par exemple, parce que nous c'est notre configuration à nous, euh, 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 de défenseurs, comment dire, pas d'association, de. Oula, je cherche le terme. Bon bref, en tout cas, un acteur de la société qui sort du schmilblick, en fait, enfin, du trou, et qui commence à avoir un poids. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas isolément, mais par exemple, on ne les connaît pas forcément. En tout cas, ils ne brillent pas des gros spots de rayonnement sur le territoire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la politique, et c'est ça, si j'ai un mot que je veux vraiment faire comprendre, peser, c'est agir. Il y a des moyens publics d'agir, il y a des moyens et des initiatives privées qui forment des institutions. Si on regarde aujourd'hui, les gros mastodontes qui pèsent sur des décisions sont souvent des initiatives privées. C'est souvent des initiatives privées. Euh, Apple pèse beaucoup plus, en tout cas économiquement, que certains pays. Par exemple, quand ils décident, par exemple, s'ils sont présents sur beaucoup de territoires, quand ils veulent peser, par exemple, sur la fiscalité ou par exemple sur l'emploi sur le territoire, ben, ils déploient un certain nombre de leurs tentacules. Donc, à différentes échelles, on a la capacité de faire ça. Mais il faut encore avoir la conscience de faire ça. Il faut avoir la volonté de faire ça. Et il faut assumer, finalement, devant un certain nombre d'obstacles qu'on a parlé, qu'on est capable de faire ça. Demain, ça ne va pas se construire sans rien. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que le bimidum ça n'existe plus et que en fait finalement on voit dans les résultats et dans la réalité que c'est pas forcément. Mais en fait, ok, mais qu'est-ce qu'on met en place? Là, il y a la DOM qui est un dispositif. Donc par exemple, il finance une grande partie ou enfin un certain nombre d'éléments de ton quotidien quand tu pars, de ce que je comprends, mais c'est pour forme. Et ensuite tu reviens. Donc Mhm. normalement c'est dans le contrat. Mais ces initiatives-là, ça ne peut pas être que restreint. Donc par exemple, moi je sais que si j'ai des enfants demain,
très tôt, je leur ferai comprendre que je pense qu'on est quelque chose, qu'on vient de quelque chose et que on doit être fier de ce qu'on est. Et qu'à ce titre-là, les éléments qui font que on n'est pas, comment te dire, cheap, les éléments qui font qu'on est ce qu'on est, en fait, il faut le valoriser à grande échelle. Et ça veut dire participer à la valorisation à grande échelle. Ça veut dire que si je suis médecin demain, par exemple, j'ai envie de devenir le meilleur chirurgien de la planète, je ne serai pas, et même si ça coûte, parce que tout le monde est passé par là, même si ça coûte moins de revenus, en tout cas a priori, mais en fait je le fais pour quelque chose qui est beaucoup plus important. Donc je reviens chez moi et si je veux devenir par exemple, je sais pas moi, créateur d'une nouvelle invention technologique, je fais en sorte effectivement d'échanger avec un certain nombre d'instituts internationaux, mais je crée un cabinet de recherche ici. Je me déplace souvent à l'étranger, mais je crée un cabinet de recherche ici. Phytobocase, par exemple. Ils ont eu un rayonnement extraordinaire. Je connais pas. Si, tu connais, mais c'est le docteur Joseph. Ok, oui, là je vois. Donc avec le médicament, avec je ne sais plus comment ça s'appelle, avec la plante. L'herbe à pic, Exactement. Du coup, c'était pendant les périodes du Covid. la période du Covid notamment, mais par exemple, t'inquiète pas, ça se vend bien, bien. Et ça s'est beaucoup vendu à ce moment-là. Virapic, c'est ça? Virapic, exactement. c'est ça. Merci beaucoup. Damien Bizet-Sarr, il a eu une exposition parce qu'en fait, il a trouvé un dispositif, je ne me rappelle plus exactement, mais il a eu de la lumière sur lui par rapport à ça. Il est parti à l'étranger pour se former, par exemple. Il est ici, a priori, il vit ici, mais il a eu un partenariat ou a un partenariat, je n'ai pas forcément mis à jour, avec Phytobocase, qui est l'entité même du docteur Joseph. Et j'espère pour lui pareil qu'il a pris des contacts, etc. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que on a la possibilité. La question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce que on fait en sorte de contribuer, que ce soit financièrement, que ce soit en mettant notre temps, que ce soit en mettant notre énergie sur le projet ensemble. Tout à l'heure, je t'ai dit que si par exemple des journalistes internationaux d'origine antillaise, etc., si des sportifs, si des célébrités, des influenceurs mettaient 1% de leur richesse annuelle sur des projets qui sont sur le territoire, en tout cas un grand nombre d'entraves qu'on pourrait nous amener, oui mais c'est pas possible, oui mais etc., ça saute immédiatement. Un grand nombre. Ok, l'initiative populaire. Donc il y a initiative populaire, initiative privée, et je pense aussi d'une certaine manière, en tout cas, parce que ça peut être sujet à débat, que on doit aussi être un peu plus attentif à notre système de public et collectif, et de pouvoir faire en sorte d'influer dessus pour lui faire plus confiance. Parce que si on est plus attentif et qu'on sait où on met nos billes, par exemple, on va avoir plus confiance et des initiatives qu'ils vont mettre, par exemple. Parce que, je te donne un exemple. Tu sais ce qu'il y a dans le budget de 2025 de la région, du département? Tu m'as dit? Non. Enfin non, tu m'as dit ce qu'ils ont dépensé l'année dernière. J'ai le montant. Je t'ai pas dit ce qu'il y a dedans. Parce que par exemple, dans le budget, disons que du département, il y a, si je me rappelle bien, quelque chose comme 400 000 de dépenses d'investissement. Donc en gros, construire un bâtiment, etc. Et tu as 500 000 en dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire payer les fonctionnaires, payer le train de vie, des éléments, les frais, je ne sais pas quoi. Bon bref, il y a 400 000 qui sont mis dans l'investissement. Donc c'est pas qu'ils font rien. Mais par exemple... Alors, on n'aura pas le temps, mais je rebondirai là-dessus et je leur quand même le droit de réponse. Je t'en prie. Quand tu dis qu'ils font rien, je ne dirais pas qu'ils font rien. Mais tu ne parles pas à la bonne personne parce qu'ils demandent ma subvention depuis 1 an. J'ai fait mon dossier dans les clous, jamais eu de réponse. C'est toujours en cours. Alors que je vois qu'ils ont eu le temps de financer d'autres médias qui, selon moi, j'avoue que peut-être que je ne suis pas totalement désintéressé, je ne suis pas neutre, voilà. Mais ne pas de valeur ajoutée.
pour les jeunes Antillais, misérables à faire du divertissement pur et dur. Et pourtant, ils ont déjà eu le temps de verser plusieurs fois les sommes à eux. Alors que ma demande est encore en cours. De toute façon, j'aurai le temps de débunker, démêler mon problème. Donc quand tu dis qu'ils font rien, ils font, mais je sais pas. Tu vois, c'est pas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas binaire. C'est pas ils font rien et c'est pas ils font tout. Mais je pense encore une fois que c'est la question, c'est qu'est-ce que. C'est pour ça que je te disais, la question, pour pouvoir leur faire plus confiance, il faut se donner les éléments de leur faire plus confiance. Donc ça veut dire être en capacité de savoir, tout bêtement, je ne te dis pas d'être ingénieur en finances publiques, donc pour comprendre ce que c'est un budget public, etc. Mais par exemple, c'est rendu public ou simplement il y a des pourparlers, parce qu'il y a un budget primitif, donc il y a un échange au niveau des instances, et ensuite il s'est voté pour que ce soit définitif. Mais je ne sais même pas s'il y a 10% de la population sur le territoire, même 5%, peut-être même 2%, enfin je ne sais pas, mais en tout cas c'est réduit, qui sait comment l'argent public en Guadeloupe est dépensé. Mais ça, c'est leur travail de pédagogie, justement. C'est qu'il y a un manque de pédagogie. C'est pour ça avoir certaines aides. Ça fait certaines aides, certains droits, en fait. Parce qu'on m'a expliqué ça, on m'a dit que ce n'est même pas des aides, c'est des droits qu'on a. Des fois, on n'est même pas au courant de ces droits-là. Tu sais, en droit, on dit que nul n'est censé ignorer D'accord. la loi. Mais est-ce que la loi même devrait pas, est-ce que l'État n'a pas ce devoir aussi d'informer? Nul n'est censé l'ignorer, mais est-ce que si la loi même ne doit pas sa propre porte-parole? Tu sais, que ce soit individuellement, que ce soit dans notre société, que ce soit par rapport à l'univers, je suis persuadé que si on attend sur un élément extérieur, on est mort. Je comprends. Ça fait un an que j'ai demandé ma chose. Ça fait un an que je fais des podcasts. La messe est dite. Tu peux reprocher à quelqu'un un élément ou dire que voilà, ça peut être mieux fait comme ça, etc. Mais en fait, finalement, qu'est-ce qu'on va déployer pour soit passer au-dessus, soit passer à côté, soit passer en dessous, soit passer en latéral, etc. Parce que, par exemple, l'argent que tu demandes, est de droit, hein, ce n'est pas comme si tu n'en avais a priori pas droit, etc. En tout cas, faire la demande. Tu crées ton podcast, tu crées ton concept, finalement, par toi-même, ça se déploie, tu es observé, il y a quelqu'un qui peut être d'influence ou quoi que ce soit, et il arrive à débloquer ça, en fait, tu te seras battu, finalement, tu auras quand même la chose et tu auras la fame avec. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que oui, on peut leur reprocher des choses, mais Ça doit être comme ça que les choses se font telles qu'elles doivent se faire. je pense que oui. Je pense que on a une promesse envers nous-mêmes, que ce soit individuellement ou collectivement, d'agir pour nous. Et de faire en sorte que on impacte notre quotidien, notre société, notre collectivité, notre environnement, et que pas qu'on attende quasiment systématiquement. Et je trouve que c'est littéralement une forme manifestement d'héritage ou quelque historique et même de climat ambiant, de bon nombre, enfin en tout cas dans l'air dans notre société, d'attendre sur un élu, des élus, attendre sur notre voisin, attendre qu'on nous dise que c'est possible. Je pense que tu as vraiment un potentiel. Hein. Il faudrait qu'il y ait. Que si on ne nous dit pas ça, on ne va pas le faire. Non. Non. Je suis persuadé que si on arrive individuellement, comme je te disais, à invoquer ça et à dépasser ça, je peux t'assurer que ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on voit, des problématiques qui concernent la violence, etc., peut-être des affaires un peu louches ou des catastrophes, etc., que pas du jour au lendemain, mais que la manière dont on perçoit et qui notre vie de tous les jours ne serait pas du tout la même. Ça ne serait pas du tout la même. Quel format? Aujourd'hui, en 2025, je ne peux pas te dire. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a d'autres territoires et d'autres groupes de personnes sur la planète et pendant toute l'histoire qui n'ont pas attendu qu'on leur dise « je pense que c'est comme ça que tu devrais le faire ». Et ces territoires, sur longue période, elles vont dans une direction. Et c'est aujourd'hui, nous qui le regardons, qui disons, ouais, et en plus on se compare. Tu vois dans ce pays-là, tu vois ce groupe-là, franchement, extraordinaire. Quelle puissance, quel rayonnement, quelle
vertus, je voudrais être eux. J'aurais aimé être comme eux. Sauf que jamais tu te poses la question de ce que c'était vraiment avant, des dizaines, vingtaines, cinquantaines, centaines, 200, 300 années avant. Et jamais tu te poses la question de tous les périples, tous les vertiges, toutes les difficultés, tous les maux MAUX que ces gens-là ont fait pour atteindre ça. Je voudrais juste, pour finir, en fait, chanter, en fait, petite partie d'un son qui s'appelle To the Origin d'une artiste qui s'appelle Lauriem que j'aime beaucoup. Et ça peut cristalliser un peu ce que je voulais dire. Je t'écoute, on t'écoute. Du coup, ça fait ancêtres commencent crier, crier, ich pays, souple, songez, virer côté non moulevé. Ok. Donc si j'ai compris, pour ceux qui ne comprennent pas le créole, c'est les enfants du pays doivent penser à revenir au pays. Comme je t'ai dit, pour commencer, du coup, on ferme la boucle. Je pense que tout est énergie et que quand tu viens de quelque part, en fait, il y a des choses qui ont été déjà avant toi, qui ont permis que tu sois ici. Que ce soit par, on parle beaucoup de l'ascenseur social, ça c'est quand même une dimension assez matérielle, quelque chose qu'on peut voir, mais il y a tous les efforts que nos ancêtres ont fait pour qu'on puisse avoir ce qu'il y a ici. Tu n'es pas rien et tu ne viens pas de rien. Moi, je pense que quand on a été, et c'est pas vrai que pour ici, mais en tout cas, quand tu viens ici, c'est que tu viens de quelque part et je pense que tu as une forme, pas de dette, mais d'une reconnaissance d'avoir de ce que on t'a permis d'être et de faire et de pousser la chose vers de plus haut, plus beau, plus haut, plus extraordinaire cieux. Donc elle dit ça dans le son et moi ça m'a particulièrement touché parce que c'est l'énergie qui part de quelque part. Il y a eu des luttes, il y a eu plein de choses et qui, pour notre bien commun, pour notre bien individuel, doit s'épandre et aller au plus loin possible. Très bien. Bon, on ira écouter. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Tes réseaux, c'est... Alors, du coup, mon Instagram... Ou la non-association aussi. Oui, mon Instagram individuel, c'est Cadence IUA. Normalement, en tapant ça, on va trouver ça. Et les réseaux, donc que ce soit Instagram et TikTok de l'association, c'est Noukapwany, Noukapwany. Ça veut, donc, simplement prendre, nous prenons en créole. Voilà. Très bien. L'association? C'est une association culturelle et en fait l'objectif c'est littéralement de valoriser le patrimoine et la culture de notre territoire, des acteurs du territoire. Là on a quand même des projets qui sont en gestation et que normalement on va commencer à mettre sur les plateformes. Notamment on va faire ce qu'on a appelé le tour de la Guadeloupe. Donc en fait c'est le tour de la Guadeloupe mémoriel de la Guadeloupe. Donc si ce que moi j'appelle un indigène, un autochtone, ou même quelqu'un qui vient de l'étranger veut savoir où, par exemple, il y a eu des cimetières d'esclaves, où il y a eu des lieux importants comme par exemple à Sainte-Rose, il y a la stèle où sont arrivés directement les colons en 1493, etc., etc. On est en train de construire une carte avec ces endroits-là et des informations à chaque endroit pour que quelqu'un n'ait pas à essayer d'aller sur Internet, prendre une page et essayer d'aller découvrir une page. Tout sera centralisé sur cette fameuse page. Très bien. Voilà, c'est l'un des projets. Et le reste pour 2026 est à suivre. Ben super, on est bon. Bon, attends, avant de sortir, je vais juste mettre ça à côté. Attention. Hop, c'est bon, je peux te lever. Oh là là, je vais te montrer l'image à quoi ça ressemble. No problème.